Bonjour à tous, je vous remercie de votre invitation. Donc, je vais vous parler des possibilités de réhabilitation et des nouvelles modalités de prise en soin concernant les affections appartenant au spectre des neuropathies auditives et des troubles du traitement auditif chez l'enfant. Alors, nous allons cheminer le long des voies auditives, de la cochlée jusqu'au cortex auditif. Nous débuterons par les neuropathies, puis nous parlerons des troubles du traitement auditif. Et vous verrez que c'est grâce à l'ensemble des données cliniques, aux outils, aux tests électrophysiologiques, à l'imagerie et à la génétique que nous pourrons essayer de préciser au mieux les sites impliqués dans la pathologie du patient et que cela aura des conséquences en termes de choix de réhabilitation audioprothétique et sur le pronostic linguistique de nos patients. Il est utile de se rappeler quel test électrophysiologique teste quelle structure, car nous avons à notre disposition de nombreux tests qui vont nous permettre non seulement de poser le diagnostic, mais de voir quelles sont les structures impliquées. Nous débuterons par les affections appartenant au spectre des neuropathies auditives, ou ASNA. Donc, vous vous rappelez qu'elles concernent environ 10% des surdités. Le diagnostic de neuropathie est un diagnostic électrophysiologique qui associe des cellules ciliées externes fonctionnelles. Alors on peut objectiver ce fonctionnement par soit des auto-émissions, des produits de distorsion ou le potentiel microphonique, et des PEA pathologiques. Une autre des caractéristiques des neuropathies, c'est qu'elles vont associer une discordance entre l'audiométrie tonale, qui peut ne pas être si mauvaise que ça, et une audiométrie vocale qui est perturbée dans le silence et encore plus dans le bruit. Les neuropathies donc le spectre des neuropathies consiste à l'atteinte d'une entité entre la cellule ciliée interne et le tronc cérébral, avec donc une bonne fonctionnalité des cellules ciliées externes, mais une lésion qui peut se situer soit au niveau de la cellule ciliée interne, soit au niveau de la synapse, soit au niveau des fibres nerveuses jusqu'au tronc cérébral. Si on reprend brièvement les étiologies, on a à peu près dans la littérature, concernant évidemment les neuropathies pédiatriques, 15 à 30% de causes acquises, au premier rang desquelles l'ictère et la très grande souffrance périnatale. Ce sont des souffrances très sévères qui peuvent s'accompagner dans 25 à 50% des cas de séquelles neurologiques. Et puis les causes génétiques qui peuvent être soit isolées, nous reparlerons du gène OTOF, soit syndromiques. Nous avons des causes présynaptique, c'est le cas de la mutation du gène OTOF, qui est une synaptopathie, et des causes post-synaptiques. Nous verrons qu'en fonction de la lésion, le pronostic linguistique n'est pas le même. Le bilan d'une neuropathie doit comporter donc une audiométrie tonale et vocale dans le silence et dans le bruit, un bilan orthophonique qui essaiera le plus précocement possible d'évaluer le développement linguistique, mais aussi la perception et la discrimination, et nous verrons que nous n'avons pas aujourd'hui de test objectif qui évalue la qualité de la discrimination auditive. Évidemment, un bilan électrophysiologique complet, PEA, SSR, fonction des cellules ciliées externes, éventuellement PEA corticaux. Et puis une imagerie. Je tiens à mettre de côté tout ce qui est hypoplasie et aplasie du nerf, qui sont des malformations et non des pathologies du nerf. Néanmoins, elles peuvent quand même rentrer dans ce spectre des neuropathies. Il faut savoir qu'en cas d'anomalie bilatérale malformative du nerf, on est le plus souvent dans un contexte syndromique type Charge, Waardenburg ou Bohr. Enfin, la consultation génétique doit être systématiquement proposée, même si on a des antécédents de souffrance périnatale. L'audiométrie tonale, elle est variable en cas de neuropathie. On dit à peu près un tiers d'audiométrie tonale normale à perte légère, un tiers de perte moyenne, un tiers de perte sévère à profonde. Dans les neuropathies génétiques, on a surtout des courbes plates légèrement ascendantes. Les courbes descendantes étant plutôt le fait de séquelles périnatales. La surdité peut être fluctuante, notamment à la température, évoquant une anomalie du gène OTOF. Et puis, nous l'avons vu, c'est la vocale qui va être particulièrement pertinente dans le silence et dans le bruit, avec une vocale qui est classiquement en dôme, moins bonne qu'attendue et particulièrement effondrée dans le bruit.
Nous l'avons vu aussi, nos enfants vont pouvoir avoir des séquelles, soit des séquelles neurologiques, soit des contextes syndromiques. Donc nos tests doivent être adaptés à l'âge, aux difficultés éventuelles associées. Nous faisons face à des difficultés d'évaluation dans le bruit puisque nous avons peu de tests normés chez l'enfant. Nous avons le Fracimat à partir de 5 ans et la vocale rapide dans le bruit à partir de 11 ans, mais pas de liste de mots normés en français à l'heure actuelle. Alors, quelle réhabilitation et prise en soin peuvent être proposées? Donc, la réhabilitation, elle va se discuter en fonction évidemment de l'audiométrie comportementale, de tout le bilan électrophysiologique, et elle va nécessiter de suivre particulièrement, de façon particulièrement rapprochée ces enfants du point de vue de l'évolution linguistique, de façon à être sûr qu'ils suivent la courbe d'évolution linguistique attendue. Et nous suivons ces enfants tous les 6 mois avec des bilans perceptifs et nous essayons d'évaluer le plus tôt possible la qualité de la discrimination. Et en cas de décalage par rapport à l'évolution linguistique attendue, il faut savoir discuter une indication d'implantation cochléaire. Enfin, un micro déporté, nous l'avons vu, la gêne dans le bruit est extrêmement importante, sera proposé dès qu'il peut être mis en place. Concernant les surdités sévères à profondes, les indications d'implantation cochléaire sont les mêmes que pour les surdités endocochléaires après vérification de la qualité du nerf auditif à l'IRM. Concernant les surdités moyennes à légères, et c'est là où vous allez voir que les degrés d'intelligibilité sont extrêmement variés et ce sont ces enfants qui sont à suivre de façon rapprochée. Vous voyez ici pour une même perte moyenne, le degré de perception d'intelligibilité varie de 0 à 100% avec l'amplification auditive. La difficulté, ça va être de repérer, d'analyser précocement la qualité de l'intelligibilité chez le nourrisson. Nous n'avons pas de test objectif. Les PEA corticaux qui sont utilisés en pratique clinique courante vont être des PEA de type détection, mais pas de type discrimination. C'est donc le suivi orthophonique régulier qui va évaluer la progression du langage et la qualité de la discrimination, mais à partir d'un certain âge, qui va pouvoir nous aider. L'idée, c'est de pas perdre trop de temps pour ces enfants. Harrison a bien montré de l'équipe de SickKids à Toronto que les enfants avec une neuropathie étaient implantés en moyenne à 3,3 années contre 1,9 pour les surdités endocochléaires. Pourquoi ce délai? C'est parce que, vous l'avez vu, dans les causes acquises, il y a tout ce qui est séquelles périnatales. Or, ces séquelles périnatales, ces enfants, que ce soit l'ictère ou la très grande souffrance périnatale, peuvent récupérer dans 25 à 50% des cas. Donc, il faut leur laisser le temps de récupérer, mais pas trop longtemps non plus pour ne pas perdre de chance du point de vue de la plasticité cérébrale. L'implantation cochléaire, vous verrez, je vais vous présenter les résultats de notre équipe. Vous verrez, les résultats sont bons, à peu près identiques aux autres surdités endocochléaires. Les facteurs pronostiques que l'on peut mettre en évidence, ce sont les atteintes présynaptiques par rapport à postsynaptiques. Plus on va être loin sur le nerf auditif, plus on va être près du tronc cérébral, plus le pronostic est incertain. Vous comprenez que si c'est une pathologie où l'enfant va perdre ses axones progressivement, quid de la pérennité des résultats dans le temps. Évidemment, les facteurs de moins bons résultats, ce sont les malformations du nerf. Et puis, pour tout ce qui est atteinte acquise, le pronostic sera aux séquelles neurologiques. Il est donc important d'avoir un bilan génétique qui puisse nous montrer quel est le site impliqué, une imagerie de bonne qualité, et puis ce sont des affections qui sont tout de même rares, arriver à colliger les datas par groupe homogène pour être sûr que les résultats sont stables dans le temps, notamment pour ce qui est des atteintes type axonopathie ou des atteintes mitochondriales. Alors, sur 84 enfants que nous avons suivis, vous voyez que 30% avaient des séquelles neurologiques, 21% avaient des causes syndromiques, 32 ont été appareillés, 48 implantés. Ça, c'est les résultats globaux. Vous voyez qu'à 8 ans, la reconnaissance de mots en liste ouverte avec l'implant est bonne. L'accès à la perception dans le bruit est bonne aussi, même si elle est un petit peu retardée dans le temps. Néanmoins, ils y ont accès. L'expression orale à 5 ans est majoritairement un langage courant structuré. Concernant nos enfants qui avaient des aplasies et des hypoplasies de nerfs, eh bien 50% avaient des résultats très limités et 50% avaient des résultats mais avec un bénéfice qui était bien moins bon que ceux attendus sans malformation. Vous voyez, l'accès à la liste fermée est très hétérogène, très retardé, limité pour certains. Quant à l'accès en liste ouverte, il est là aussi très retardé et fort incomplet.
Un petit mot sur le gène de l'autoferline. Vous savez que c'est la première cause de neuropathie génétique, de cause génétique chez l'enfant. Le gène de l'autoferline est responsable du relargage du neuromédiateur du glutamate dans la fente synaptique. C'est donc une surdité avec une architecture des cellules ciliées interne qui est intacte. Et c'est donc la première cible des thérapies géniques actuellement. Plusieurs essais sont en cours dans le monde, dont une en France dans notre équipe, avec pour le moment d'excellents résultats. Différents types de profils audiométriques peuvent être observés en fonction du type de mutation. Concernant les résultats de l'implantation cochléaire, nous avons eu 20 enfants. Vous voyez que les résultats avec l'implant sont bons, ce qui est attendu, avec là aussi un très bon niveau de reconnaissance de niveau linguistique. Un petit mot sur les neuropathies auditives acquises. Donc, je vous ai dit, la cochlée résiste bien à l'hypoxie. Donc, hélas, quand la cochlée et le nerf auditif souffrent, eh bien, le cerveau aussi, donc des séquelles neurologiques dans 44% des cas. Mais vous voyez une amélioration dans 52% des cas. Donc, ce sont vraiment des enfants qui sont difficiles à prendre en charge. Il faut les suivre de façon extrêmement rapprochée pour être sûr de leur laisser le temps de récupérer, mais qu'il n'y ait pas de perte de chance si le développement linguistique n'était pas attendu, sachant qu'ils peuvent avoir aussi des difficultés associées qui impactent ce développement linguistique. Soyons systématiques. Vous voyez que parmi ce groupe souffrance périnatale, eh bien, nous avions un diagnostic d'autoferline et un syndrome de Kaposi. Donc le bilan génétique doit être systématique, même si on a des éléments cliniques qui nous feraient penser que la neuropathie peut être d'origine acquise. Les résultats de l'implant sont bons, le pronostic est aux séquelles neurologiques. En conclusion, sur les neuropathies, je vous dirais que le bilan doit être systématique, c'est-à-dire qu'on doit aller chercher la fonction des cellules ciliées externes. Si vous avez un petit qui a été suivi que par des PEA, il faut faire des auto-émissions pour aller faire un diagnostic de neuropathie, mais aussi a posteriori, plus tard, chez les enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement, qui ont un retard de langage qui prédomine sur la compréhension, il faut aussi aller les rechercher. L'analyse génétique doit être systématique. Concernant les indications d'implant, il ne faut pas se limiter aux seuls seuils tonaux, bien sûr. Et chez les petits, il est extrêmement difficile d'avoir une notion de la qualité de la discrimination, comment le trouble de la synchronisation engendré par la neuropathie va impacter leur perception auditive, mais être conscient que même si on a des seuils tonaux rassurants, la qualité de l'input peut être tout à fait insuffisant pour avoir accès à un bon développement. Les résultats de l'implant sont bons en cas de neuropathie. Ils sont réservés en cas d'anomalie malformative du nerf et puis pour certaines atteintes génétiques. L'idée étant de suivre nos cohortes. Nous allons poursuivre notre cheminement le long des voies auditives avec le trouble du traitement auditif. Tout d'abord, un petit mot sur comment différencier un trouble du traitement auditif d'une neuropathie. Eh bien, l'élément majeur, ce sont les PEA. Les PEA en cas de neuropathie sont toujours pathologiques et par définition, ils sont normaux dans les troubles du traitement auditif qui ont aussi par caractéristique d'avoir une audiométrie tonale et vocale normale dans le silence. Vous savez que le trouble du traitement auditif est une difficulté au traitement de l'information auditive au niveau des voies auditives centrales qui est responsable d'une faible capacité d'audibilité liée au déficit d'un ou plusieurs processus auditifs centrales que peut être la discrimination phonémique, le traitement binaural de l'information, le traitement temporel. Classiquement, deux écoles s'affrontent sur le traitement de type une anomalie qui toucherait plutôt les voies bottom-up ou top-down. On en a déjà beaucoup parlé depuis ce matin. Le fait est qu'aujourd'hui, on parle plutôt d'un spectre aussi du trouble du traitement auditif englobant à la fois les difficultés de type bottom-up à top-down. On l'a bien vu là aussi sur les différentes présentations ce matin, et notamment on sait aujourd'hui au vu rétrospectivement au vu de l'analyse de nos cohortes de patients que certains patients vont se présenter plutôt comme une surdité cachée et que d'autres patients vont se présenter comme des patients qui sont multidis avec d'autres difficultés associées et donc plutôt une voie top-down, et l'analyse clinique de nos patients nous fait dire que effectivement le TTA englobe des difficultés qui peuvent aller du traitement bottom-up au traitement top-down. L'équipe de Christine Petit à l'Institut Pasteur avait répertorié l'ensemble des gènes qui ont une expressivité à la fois périphérique et centrale, et vous voyez que
de très nombreux gènes peuvent avoir une double expressivité et donc impacter à la fois et le traitement périphérique et le traitement central. Alors bien sûr qu'on peut cumuler une surdité périphérique et un trouble du traitement auditif, mais vous allez voir déjà le diagnostic à audition normale est complexe, et donc aujourd'hui un des prérequis c'est de ne tester que les enfants qui ont une audition périphérique normale pour les bilans de TTA. La clinique est très polymorphe. Ce sont des enfants qui sont gênés quand le message est complexe, quand ça va vite, quand il y a des variations d'intonation, quand il y a des accents. Ils ont des confusions de mots proches, ils sont en difficulté pour les langues étrangères, ils sont fatigables, ils sont distractibles. Les difficultés peuvent être repérées par la famille, par les enseignants. C'est souvent les orthophonistes qui nous les adressent. Et dans plus de 60% des cas, ce sont des enfants qui ont des difficultés associées. Aujourd'hui, suivant les recommandations internationales, les bilans sont réservés aux enfants qui ont plus de 7 ans, du fait de la part trop importante des difficultés attentionnelles auparavant. Donc audition périphérique normale, absence de neuropathie, il faut avoir des bonnes capacités cognitives, et si on a un trouble de l'attention, celui-ci doit être traité et maîtrisé. Notre protocole, qui suit les recommandations internationales, comporte les éléments suivants, et en fait, le diagnostic va être porté par l'évaluation orthophonique ciblée. Et comme on vous l'a déjà dit ce matin, je trouve qu'il est très utile d'associer une évaluation psychologique et psychométrique pour justement faire la part des choses entre les problèmes de mémoire de travail, de capacité de concentration de ces enfants. Le diagnostic est porté si 2 épreuves sont chutées à plus de 2 écarts types ou une épreuve chutée à plus de 3 écarts types. Si on prend les recommandations de l'arrêté du 14 novembre 2018 pour les troubles centraux, il est dit que c'est sur les résultats conjoints du test d'écoute dichotique, des potentiels précoces et tardifs et de l'audiométrie vocale dans le bruit. Je voudrais juste vous faire toucher du doigt la difficulté auquel on fait face aujourd'hui, c'est que le test d'écoute dichotique, ça c'est bien, il est validé, il est normé, il est issu de la batterie de Monsieur de Manez. Il n'y a pas de difficulté. Les potentiels évoqués auditifs précoces, ils vont simplement nous permettre à éliminer une neuropathie, pas à faire un diagnostic de TTA. Les potentiels évoqués auditifs tardifs, dans la littérature aujourd'hui, aucune publication, aucun travaux n'a permis de poser un diagnostic, n'a permis de montrer des critères qui permettent d'utiliser les PEA corticaux comme critères diagnostiques. Et enfin, l'audiométrie vocale dans le bruit, on a très peu de choses normées chez l'enfant. Donc aujourd'hui, nous avons peu d'outils pour diagnostiquer nos TTA. La prise en soin. Nous allons jouer donc sur les 2 versants, le versant bottom-up et le versant top-down. Et évidemment, cette prise en charge, elle doit être adaptée aux difficultés présentées par l'enfant. Vous avez vu qu'il y a une clinique extrêmement polymorphe. Certains vont être gênés dans le bruit, les autres vont être au contraire extrêmement sensibles. Certains vont être gênés pour comprendre dans le bruit, et d'autres vont être gênés par les bruits trop forts. Certains vont être simplement gênés pour l'écoute complexe, l'écoute dichotique. Donc il faut vraiment adapter notre prise en charge à la clinique présentée. Concernant les améliorations des conditions d'écoute, elles peuvent porter sur la qualité de l'écoute en classe et à la maison. Et on va voir qu'on peut proposer une petite amplification, plus ou moins un micro déporté. Et enfin, il existe une rééducation orthophonique spécifique qui est extrêmement utile. L'amplification... David Tran et Arnaud Coès vous en reparleront plus tard. En tout cas, elle est prise en charge aujourd'hui à 100% par la sécurité sociale. Et puis, il faut penser à faire un financement MDPH pour le micro-HF. Les résultats de l'appareillage, nous avons appareillé nous avons suivi 39 enfants, repris rétrospectivement 39 enfants pour lesquels 17 avaient été appareillés. Au bout d'1 an, le port était bon, il était de plus de 8 heures par jour et 93% d'entre eux avaient gardé leur appareillage et 64% avaient un micro déporté. On a souvent beaucoup de refus de la MDPH concernant le financement des micro-HF. La difficulté, c'est de mettre en évidence entre les résultats du premier et du deuxième bilan le bénéfice de cet appareillage. Néanmoins, le ressenti clinique et des patients et de la famille et des professionnels est que cet appareillage est bénéfique.
Et là, vous voyez, c'était les résultats d'un petit questionnaire de satisfaction. On passait de 5,5 en moyenne à plus de 7 au décours. Il faut être extrêmement prudent dans la façon dont on propose cet appareillage. On appareillage une oreille saine, il faut vraiment le proposer comme une facilité d'écoute et en respectant le confort de l'enfant. Au décours de la période d'essai, si l'enfant n'est pas content, on ne le force aucunement à porter son amplification. C'est vraiment un essai. Il en est content, il trouve que ça l'aide, on le garde. Et ce qui ressortait, c'est que ça facilitait l'attention en écoute. Ils avaient l'impression d'une facilité d'écoute. La prise en charge orthophonique, il y a une rééducation orthophonique spécifique. On préconise plutôt un entraînement auditif intensif de courte durée. Nous avons fait avec des étudiantes orthophonistes un petit manuel qui est téléchargeable gratuitement et on doit associer à cet entraînement auditif intensif un entraînement cognitif, métacognitif et langagier, mais aussi des stratégies de communication. Et aujourd'hui, c'est ce qui semble le plus pérenne dans les rééducations. Ça, c'est nos collègues québécois qui ont développé ce manuel de chasse et pêche, à savoir que l'enfant doit être capable de dire « j'entends pas bien, fais des phrases plus courtes, est-ce que tu peux répéter, il y a trop de bruit, explique-moi le mot ». Et c'est être capable de comprendre ses difficultés et de les expliquer qui fait qu'il s'en sortira dans des conditions difficiles. En conclusion, le TTA est de diagnostic difficile sur un faisceau d'arguments. La difficulté, c'est que nous n'avons pas de test objectif. Et ça, c'est une grande limite. Nous gagnons dans la qualité de notre diagnostic à faire une évaluation multidisciplinaire. Mais j'aimerais rappeler un tout petit point sur les surdités fonctionnelles. Nous sommes face régulièrement à des enfants qui se plaignent de mal entendre et on peut corriger le tir en faisant des auto-émissions, des PEA. Là n'est pas le problème, mais je peux imaginer que si un enfant arrive en me disant « je n'entends pas bien » comme celui-ci, il peut aussi arriver en me disant « j'entends pas bien dans le bruit ». Et là, je n'ai aucun test objectif pour corriger le tir. Et je sais que si je vais diagnostiquer par excès un enfant qui a une surdité fonctionnelle en lui posant un diagnostic de TTA et en lui proposant une prothèse auditive, je ne vais pas l'aider. Autant si je me trompe sur un enfant qui est multidis et que je diagnostique par excès, je pense que les aménagements ne seront pas délétères pour cet enfant. Donc voilà, je voulais vous dire, soyons prudents sur le TTA. Je pense que si on a un doute sur une surdité fonctionnelle, il vaut mieux ne pas diagnostiquer et revoir l'enfant un an après, quitte à mettre des stratégies, des adaptations en classe, mais de ne pas proposer d'amplification auditive dans ce contexte. Voilà, je vous remercie. Pardon pour le retard. Merci beaucoup, Dr Isabelle Rouillon. Il y avait une petite question. Est-ce qu'il y a plus de risques de troubles du traitement auditif chez les enfants HPI ou TDAH ? Alors effectivement, on trouve plus de 60% de comorbidité parmi nos enfants TTA et c'est parfois compliqué de faire la part des choses entre on connaît évidemment le lien entre l'attention et l'écoute compétitive, l'écoute difficile. Donc, c'est parfois compliqué de faire la part des choses. Mais oui, 60% de nos enfants ont des comorbidités. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons appeler maintenant du coup David Tran, membre du Collège national d'audioprothèse, qui s'occupe de la communication pour le collège et qui a pris des responsabilités également à l'école d'Évreux. Il va nous parler des troubles centraux et périphériques du traitement auditif. Quelle prise en charge par l'audioprothésiste? D'ailleurs, on avait une question juste avant sur... c'était les micro-HF, peuvent-ils être pris en charge par l'école ou l'académie ou autres sans passer par la MDPH? Tu voulais répondre, David, ou tu n'as pas entendu? Oui, en fait, ils ont des budgets en interne et effectivement, certaines écoles vont acquérir justement le système qu'ils vont garder pour les plusieurs années. Et effectivement, il peut y avoir un financement justement pour les écoles, notamment dans les écoles spécialisées, dans les IDEA, donc les instituts de déficients auditifs, ou les écoles d'enfants sourds. Pour faire simple, ils ont des budgets, des lignes de budget pour acquérir le système et le matériel, sachant que maintenant il y a des nouvelles normes et donc il faut changer et réadapter aussi ça. Par contre, les licences, c'est aux audioprothésistes en fait de les uploader à l'intérieur des appareils. C'est bon ? Ok.
Donc je vais enchaîner, du coup, suite à ce que disait le docteur Rouillon. Donc quand on regarde un petit peu le tableau, on est un peu effrayé par rapport à la prise en charge qu'on pourrait faire pour les TTA et les NA. Tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui découle justement des recommandations, que ce soit américaines, canadiennes, néo-zélandaises, anglaises, etc. Vous pouvez flasher le QR code, vous avez toute la bibliographie open source sur laquelle je me suis appuyé pour faire le topo et pour étayer justement scientifiquement les propos que je vais vous dire tout de suite. Ok, donc le trouble du traitement auditif, donc on l'a vu tout à l'heure, donc c'est une atteinte centrale du traitement du signal, où on va avoir justement une audiométrie normale, une audiométrie vocale dans le calme normale, et les symptômes clés, ça va être des difficultés de compréhension dans le bruit, une lenteur de traitement, une surcharge justement, et en fin de journée, une fatigabilité. Donc on va avoir une fatigabilité notamment chez les enfants en fin de journée, ou chez la personne active en fin de journée aussi. Les neuropathies, quand on regarde maintenant sur les neuropathies, c'est à peu près 10% des difficultés de perception de l'enfant. Chez l'adulte, on estime, enfin d'après la littérature, on est à 1 à 2%. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sous-estimé et encore mal connu. Les caractéristiques essentielles justement pour les neuropathies, c'est des auto-émissions présentes, des cellules ciliées externes fonctionnelles, des PEA désynchronisés comme on l'a vu tout à l'heure ou absents. Donc c'est vraiment un défaut de synchronisation neuronale. L'audiométrie vocale est souvent très dégradée dans le silence et encore plus dans le bruit. On a une forte variabilité intra-individuelle et parfois des fluctuations. Dans ce cas-là, ce qu'on se pose comme question, c'est qu'allons-nous faire pour pouvoir essayer, nous, à notre petit niveau, d'évaluer la gêne justement du patient adulte ou enfant. Je vous renvoie vers les recommandations de la SFA. Donc, il y a eu des groupes justement qui sont intéressés à ça. Donc, vous avez pour l'adulte 4 tests normés aujourd'hui, le INT, le Framatrix, Sonoise et le VRB, avec des valeurs normatives. Concernant l'enfant, il y a le Frasimat et la AST. Sont normés. Frasimat, vous connaissez, hein, donc c'est 6, stylo, vert. Et l'AST, en fait, c'est une petite tablette où l'enfant va entendre des mots dans le bruit, il va juste sélectionner directement sur la tablette. 2 tests, je pense, vont arriver assez prochainement. Vous avez le INT enfant qui est en cours et le VRB enfant aussi qui va pas tarder à sortir aussi. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est pour ces patients avec des troubles du traitement auditif et des neuropathies, avec cette plainte justement d'avoir une compréhension dégradée dans le signal, d'essayer justement d'améliorer le signal sur bruit, d'essayer d'améliorer le niveau du signal qui arrive au niveau de l'oreille pour que la personne puisse comprendre assez facilement. Chez l'enfant, ça va impliquer quoi? Un retentissement justement au niveau scolaire, une fatigabilité comme je vous l'ai dit, surtout en fin de journée. Chez l'adulte, c'est une plainte disproportionnée par rapport à l'audiogramme. On va avoir aussi des tests dans le bruit qui vont être effondrés, un contexte professionnel souvent riche dans le bruit, avec des réunions, travailler en open space, ils vont avoir du mal à faire plusieurs tâches en même temps. Les performances dans le bruit, du coup, pour le patient, au niveau de l'anamnèse, c'est quelque chose qu'il va falloir accentuer et s'intéresser de plus précisément. Donc, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, le docteur Rouillon, le problème n'est pas la sensibilité sonore, c'est-à-dire l'amplification, mais vraiment la transmission et le traitement du message. On va essayer de l'épurer le plus possible et de leur donner le message le plus pertinent possible. Et dans ce cas-là, il y a un consensus qui a été réalisé, c'est les systèmes de microphones déportés. Et bien entendu, vous verrez aussi pour les réglages. Donc le microphone déporté va permettre justement d'améliorer le signal. Il va enlever la distance justement entre l'interlocuteur et la personne qui écoute. On peut gagner jusqu'à 10 à 15 décibels de signal par rapport au bruit. On va aussi enlever tout ce qui est réverbération de la pièce. On va pouvoir optimiser le signal sonore. Chez l'enfant et l'adulte, il va falloir accompagner ces personnes dans l'utilisation du système, ne pas oublier de le recharger, faire l'appairage, montrer à l'entourage comment on l'utilise. Pour les adultes, justement, privilégier certaines situations où on va plutôt mettre un microphone déporté au niveau de la table avec une captation omnidirectionnelle ou un autre microphone, cette fois directionnel. Bien entendu, à chaque fois, ce qu'on peut réaliser pour montrer l'efficacité, c'est en cabine faire une validation fonctionnelle avec les tests que je vous ai présentés précédemment dans le bruit. On va rajouter aussi, comme le docteur Rouillon vous l'a dit, les questionnaires d'effort d'écoute, les questionnaires de qualité de vie, pour pouvoir justement objectiver l'amélioration. Donc aujourd'hui, on a plusieurs microphones déportés sur le marché avec plusieurs technologies. Donc nous avons l'Auracast qui est en train de se déployer petit à petit, le Bluetooth que vous connaissez tous assez facilement, et initialement on avait le FM, HF et Roger. Donc c'est un outil central pour la prise en charge de ces patients
que ce soit du coup TTA ou ENA. C'est vraiment la première chose à mettre en place. Donc les principes, c'est très simple, on prend le micro, on le place au niveau de la source, que ce soit le parent, l'enseignant ou un orateur. La transmission se fait directement dans les oreilles. Donc le rapport signal sur bruit est plutôt favorable, on va donc être moins gêné par le bruit autour, on va donc contourner le bruit. On va aussi réduire la réverbération. Ça, c'est un élément qu'on ne voit pas assez et qu'on ne prend pas assez en compte. Idéalement, l'audioprothésiste pourrait aller dans une salle de classe et mesurer justement la réverbération de la salle pour pouvoir adapter l'environnement sonore. On peut avoir aussi un déficit temporel pour ces patients. L'amplification seule, d'après la littérature, est insuffisante, voire inefficace. C'est pour ça que tout à l'heure, on vous a parlé d'emblée des microphones déportés et un petit peu moins d'amplification. On le verra tout à l'heure après ce qu'on peut mettre en place. Et pour finir, lorsque les patients font les tests dans votre cabine, dans votre salle de test, ce n'est pas représentatif de la vie de tous les jours, puisqu'en fin de compte, d'après le texte de loi, on a une législation, un TR qui est normé à 0,5 secondes sur le 500 Hz, mais quand on regarde un peu plus les autres fréquences, eh ben, effectivement, ce n'est pas écologique, et lors de l'évaluation ou du bilan, ils sont peut-être moins gênés dans votre cabine que dans la vie de tous les jours. Donc on va reprendre un petit peu les microphones déportés. Donc chez l'enfant, c'est une amélioration significative. Donc l'amélioration a été rapportée au début de la littérature. Il y a eu des études randomisées qui ont été réalisées. Vous pouvez flasher et regarder. Donc il y a pas mal de petites améliorations dessus. Le gain de compréhension, il est immédiat. On a une baisse aussi de la fatigue. Donc ça, c'est pour les TTA. Dans les neuropathies auditives, l'intelligibilité en fait, dans le bruit est très altérée. Même dans le calme, on peut avoir des courbes en cloche, comme on a vu tout à l'heure sur les audiogrammes. Donc c'est aussi une première indication. Et cette fois, on va le faire avec un essai. Chez l'adulte, c'est recommandé pour les TTA adultes travailler en open space, au restaurant ou en réunion. Donc ça, c'est dans plusieurs recommandations. Ils vous le mettent d'office et d'emblée. Ça va venir baisser l'effort d'écoute mesuré, notamment via les questionnaires, et puis même au niveau de l'anamnèse et des rendez-vous, on va nous rapporter justement une amélioration des conditions. Quid de l'amplification, puisque on est dans la salle, je pense qu'il y a que des audioprothésistes. On va regarder ce qu'on peut réaliser justement pour ces patients-là. On peut faire un appareillage dit low gain, en fait faible gain, chez les enfants ou les adultes, entre guillemets, normalement entendants. Ça va permettre justement l'accès à des indices de parole. On entend par les graves, on comprend par les aigus. Cette petite amplification dans les aigus pourrait, améliorer la compréhension. Le problème, c'est que lorsqu'on a un dysfonctionnement au niveau de la synchronisation neuronale, même en amplifiant, ça ne va pas améliorer les choses. Puisqu'en fait, le problème de base, c'est une synchronisation. Même en mettant un petit gain supplémentaire, dans certaines études, on n'a que 3,5% de bons bénéfices. Bien entendu, lorsqu'on fait ce type de réglage, on va venir vérifier les réglages au 2CC, donc à la chaîne de mesure ou un simulateur d'oreille. On va aussi vérifier en in vivo ou utiliser le RECD pour l'enfant pour essayer de faire un gain transparent si audition normale et une amplification et mesurer ce qu'on délivre réellement en fond d'oreille. Mais attention aussi à une chose, c'est que vous ne pouvez pas choisir tous les types d'appareils du marché. Puisqu'il y a des appareils aujourd'hui qui ont un bruit de fond. Je pense que dans votre pratique, vous avez tous des patients qui vous ont rapporté ça. Et c'est encore plus le cas dans le cas des auditions normales. Quand l'audition est normale, il faut absolument faire attention et bien sélectionner son type d'appareillage. Donc, on va aller en détail maintenant pour les réglages. Donc, chez l'enfant avec des troubles du traitement auditif, pour rappel, la tonale est normale, la vocale est normale. Et le bruit, en fait, dans les performances dans le bruit sont effondrées. En premier, microphone déporté, c'est indispensable et très efficace. En complément, on va faire quoi? Soit un réglage low gain, donc en fait, on va être plutôt en couplage ouvert. Le couplage ouvert va venir laisser passer les graves naturellement et on va juste amplifier les consonnes faibles énergétiquement, souvent dans les hautes fréquences. Donc le couplage ouvert va aussi permettre d'avoir une sensation et une adaptation plus facilitée pour les enfants. Par contre, si on fait un filtre passe haut, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est diminuer en fait les graves. Et là, dans ce cas-là, il va falloir fermer l'oreille. Quand on ferme l'oreille, on va diminuer l'effet de masque temporel. Par contre, quand on ferme l'oreille, il va falloir faire un gain transparent, vérifier justement qu'on ait une reproduction en fait du gain naturel de l'oreille qui ne sera pas impacté par notre fermeture. Donc un essai prothétique, comme on l'a dit tout à l'heure, qui va être un peu plus long, puisqu'en fait on va tester ça dans l'environnement du patient. Si jamais l'enfant ne supporte pas l'amplification, on le retire. La compression au niveau du MPO, donc niveau de sortie, il va falloir faire très attention. Il va falloir baisser le niveau des MPO et augmenter un petit peu le deuxième facteur de compression pour éviter l'inconfort
notamment chez le normand entendant. Une compression linéaire est recommandée d'après la littérature, avec un CER faible à minima sur les sons faibles et moyens. Bien sûr, un contrôle en mesure et niveau et en speech mapping, et qu'on peut réaliser à partir de 6 ans. Maintenant, pour les enfants avec une neuropathie auditive, c'est là où c'est plus compliqué, où on va avoir beaucoup plus de mal, puisqu'en fin de compte, la tonale est normale, la vocale dans le silence est en cloche, des fois on va avoir un 30% au maximum, et des résultats dans le bruit qui vont être effondrés. Dans ce cas-là, ce qu'il faut savoir, c'est que le microphone déporté reste la solution la plus utilisée et qui va être la plus utile, entre guillemets. Puisqu'en fin de compte, on va avoir, en mettant une amplification classique, on va avoir un bénéfice qui va plutôt être imprévisible. Parce qu'en fait, dans les neuropathies postsynaptiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être au niveau de la synchronie, on va avoir en fait un dysfonctionnement, et même en mettant plus fort, la personne ne comprendra pas mieux. Et donc, en fonction du degré de surdité, ça va être des candidats potentiels directs pour l'implant cochléaire ou bientôt la thérapie génique. Chez l'adulte, je vous ai tout mis sur la même diapo, c'est un peu plus facile. Donc pour les adultes, c'est un petit peu comme pour l'enfant. Lorsqu'on est en TTA avec une tonale normale, une vocale en silence normale et un bruit effondré, et bien, ce qu'on va faire, c'est microphone déporté en première intention, stratégie low gain dans les aigus comme on l'a mis tout à l'heure. On va limiter l'amplification des graves, donc l'effet de masque temporel en bouchant l'oreille classiquement. Si l'adulte a une perte d'audition, on compense sa perte d'audition, bien entendu. On va faire des réducteurs de bruit, on peut les mettre plus facilement chez l'adulte, plus une directionnalité optimisée. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez l'enfant en classe, quand on met du directionnel, l'enfant, en fait, il baisse pour écrire, il monte, l'enseignant peut aller à droite, à gauche dans la petite salle. La directivité directionnelle, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Il y a beaucoup de guidance auprès des enfants, c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'ils préfèrent mettre de l'omnidirectionnel chez l'enfant. Donc compenser la perte liée à l'insertion du couplage dans le conduit, ça va de soi. Et chez l'adulte, on va faire plutôt des programmes réunion-conférence, et l'adulte va pouvoir switcher d'un programme à un autre. Le cas particulier maintenant des neuropathies auditives, donc comme pour l'enfant, tonal, normal, vocal dégradé en cloche et dans le bruit, des performances très dégradées. Dans ce cas-là, le microphone déporté reste aussi prioritaire. Il va falloir réévaluer au cas par cas si l'amplification est bénéfique ou pas, sachant que généralement c'est inefficace. C'est des candidats à l'implant cochléaire, et comme on vous l'a dit tout à l'heure, il faut vraiment prendre en compte les performances vocales du patient dans le bruit. On peut très bien avoir une très bonne tonale et ne pas rentrer dans les critères et avoir justement une plainte énorme. Donc les messages clés, c'est un petit résumé du coup. Donc les TTA et les NA ont en commun une dégradation majeure dans le bruit, donc c'est vraiment ça l'élément clé, malgré un audiogramme parfois normal. Donc pour les TTA, que ce soit enfant ou adulte, on va privilégier le microphone déporté pour améliorer le signal par rapport au bruit. Le traitement du signal et la directionnalité peuvent aider, donc j'ai mis du conditionnel, parce que du coup, les études prouvent et montrent que c'est assez limité. L'amplification low gain est limiter l'amplification des graves, donc ça peut aider. Et ça, souvent, ces patients vont venir vous dire, à l'église, lorsqu'il y a beaucoup de réverbération, c'est difficile. Dans ma salle de réunion, ça résonne beaucoup, j'ai beaucoup de mal, etc. Donc pour les neuropathies auditives, c'est très hétérogène, puisqu'en fin de compte, si c'est présynaptique, on n'a pas de bénéfice avec l'appareil auditif, puisque c'est un problème de synchronie. On va plutôt aller vers l'implant cochléaire ou la thérapie génique. Et pour les postsynaptiques, on peut essayer du coup d'améliorer ça avec les microphones déportés, un réglage fin, et tout ça, bien entendu, doit être validé par les tests dans le bruit et voir s'il y a une amélioration significative ou pas. Donc pour l'enfant, la priorité, c'est le scolaire, donc c'est vraiment l'école et ses études. Pour l'adulte, c'est différent, c'est une priorité professionnelle et dans le but d'éviter une fatigue des coudes, un décrochage scolaire ou professionnel. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif de tout ce que je vous ai dit, donc entre TTA d'un côté, NA de l'autre. Au niveau de l'audiogramme, au niveau des PEA, donc le docteur Houillon vous en a parlé, au niveau des auto-émissions. Le problème des deux, effectivement, d'un côté et de l'autre, je vous ai mis aussi les deux. Difficulté dans le bruit, d'un côté, je ne sais pas si vous voyez ma... Non, oui, super. Donc d'un côté, on a des difficultés dans le bruit qui sont relativement fortes, et en plus dans les milieux réverbérés, c'est encore plus difficile. Et de l'autre côté, c'est une dégradation très importante dans le bruit, et en fait avec une disproportion entre la tonale, la vocale et la vocale dans le bruit. Les aides auditives, comme je vous ai récapitulé ici, on peut faire un essai prothétique. Au niveau de l'amplification, les résultats sont souvent limités dans les TTA. Et dans les NA, par contre, le bénéfice est limité, voire inefficace. Le microphone déporté dans les deux, forcément, c'est assez utile, sachant que si on a une courbe en cloche avec un gros recrutement,
vaut mieux pas utiliser le microphone déporté et on aura peut-être une solution plutôt indiquée vers l'implant cochléaire. Hop. Alors, du coup, juste pour finir, je vous ai rajouté 3 petites diapos. Donc là, on a vu au niveau prothétique ce qu'on pouvait réaliser, mais il y a aussi un peu de counseling et de bon sens qu'on pourrait utiliser, notamment dans les environnements d'écoute. Pour augmenter l'intelligibilité de la parole, donc ça va être utile pour tous ceux qui ont des troubles 10, mais aussi pour les TTA et les NA. On va couvrir les surfaces réfléchissantes, comme par exemple les tableaux, mettre un peu de panneaux acoustiques pour pouvoir séparer les pièces. On peut utiliser des matériaux absorbants en fait, et réduire les signaux parasites. S'il y a une VMC ou est-ce qu'il y a un bruit de fond ou peu importe, on va essayer de limiter tout ça pour essayer de moins surcharger la tension auditive. On va aussi travailler avec les orthophonistes, puisqu'en fin de compte, ils ont aussi pas mal d'exercices, et on va aussi parler d'entraînement auditif. Je sais qu'il y en a pas mal dans la salle qui s'intéressent beaucoup à ça. L'entraînement auditif va aider aussi pour ces patients-là, puisqu'on va les aider à se focaliser un peu plus sur tout ce qui est discrimination auditive, discrimination phonémique, les aspects temporels, le masquage, la résolution, un peu de lecture labiale, pourquoi pas, la localisation. Bon, bref, vous avez pas mal de petites choses en complément. Et aussi, donc ce qu'on peut aussi faire, c'est transmettre un petit message, aller dans les écoles, par exemple, où ces enfants sont suivis, et faire passer le message à l'équipe éducative en leur disant qu'il faudrait parler plus lentement, il faudrait prendre son temps, il faudrait demander à l'orateur de vérifier si l'enfant a bien compris les consignes, donner peut-être un polycopier de cours à l'enfant avant le cours. Si vous faites une réunion professionnelle, peut-être avoir l'ordre du jour avec un petit détail de chaque point à voir avant la réunion. On peut utiliser aussi des outils d'enregistrement avec par exemple de l'IA qui pourrait retranscrire les conférences et retranscrire l'intérêt et les points importants justement de la réunion. Des supports écrits, ça je vous l'ai dit. Et tout ça en fait c'est pour fournir un soutien à l'écoute attentive et vraiment aider le patient. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup David pour ta présentation et tes propositions de prise en charge. Tu parles d'aller dans les écoles, mais est-ce que tu penses qu'il serait utile également pour l'audioprothésiste d'analyser l'acoustique de la salle de classe par exemple ? En fait, dans notre cursus, du coup pour les étudiants, nous, c'est un petit peu plus loin pour nous. On a un socle acoustique qui est relativement élevé, d'accord ? Toutes les écoles. Et en fait, on a été formé. Dans le décret, en fait, on est formé à faire des mesures acoustiques dans les salles, donc pourquoi pas dans les salles d'école. Et c'est pour y aller, pour prodiguer justement des conseils et faire un peu de prévention et optimiser les situations d'écoute. Parce que lorsque vous aménagez une classe, vous ne l'aménagez pas que pour l'enfant ayant un TTA ou une neuropathie auditive, mais c'est pour toute la classe. En ce moment, on a pas mal d'études en faisant cette présentation. On est en train de faire des liens, d'accord, entre dyslexie, TTA, etc. Enfin, des liens. Le microphone déporté est profitable pour les dyslexies aussi, et profitable pour d'autres pathologies que le trouble du traitement auditif. Donc en fait, c'est vraiment une prise en charge globale. Et effectivement, l'audioprothésiste qui se déplace dans les écoles, quand il va venir prodiguer des conseils, c'est vraiment pas que pour nos patients, mais aussi pour tout le monde. Donc effectivement, on a tout intérêt à aller dans ces écoles et essayer d'améliorer la compréhension de tous les étudiants. Parfait. Merci David. Et une dernière petite question-remarque, mais en tous les cas, tu as attisé la curiosité sur les modèles ou les marques d'appareils auditifs sans bruit de fond. Donc, à ta discrétion. Ok, alors du coup, quand vous prenez en charge des patients acouphéniques avec une audition normale, il y a une étude de la FREPA qui a été réalisée récemment. Il faut savoir que tous les appareils ne délivraient pas le même bruit de fond. En fait, dans la doc technique de vos appareils, quand vous regardez un tout petit peu, il y a des appareils, hélas, qui produisent plus de bruit de fond que d'autres. Quand on prend en charge le patient, le problème, en fait, le bruit de fond, si vous mettez un appareil avec un bruit de fond à une personne qui a une audition normale, pour pouvoir lui mettre, un système de microphone déporté ou une amplification ou autre, il faut faire attention à que cet appareil ne délivre pas trop de bruit de fond. Vous pouvez couper les microphones, donc c'est ce que je peux conseiller aussi. Si c'est juste une stratégie de microphone déporté, on coupe les microphones, ça peut très bien marcher. Par contre, s'il y a une stratégie d'amplification, il faut faire extrêmement attention au bruit de fond que peuvent délivrer justement ces appareils. Je ne vais pas citer de marque, mais je pense que dans la vie de tous les jours, vu vos expériences respectives, vous savez déjà, vous savez, je pense, à quelle marque je fais référence. Merci encore.
Voilà. Et nous accueillons à présent Arnaud Coez. Donc Arnaud est audioprothésiste à Paris, membre actif du Collège national d'audioprothèse, professeur affilié au CNAM. Voilà. Donc tu as la parole. Merci beaucoup. Pour rebondir, pendant que la présentation est en train de se charger, je n'arrive pas à le faire. Voilà, opening, c'est bon. Pour rebondir sur ce que disait David, pour afficher justement cette spécificité qui nous est attribuée de faire des mesures de l'environnement sonore, je vous rappelle qu'en association avec l'association La Semaine du Son, nous avons développé un décibellateur, comme l'appelle Eric Orsena, qui est un décibel de classe A que vous pouvez afficher sur vos vitrines pour qu'un patient qui passe devant la vitrine puisse associer un nombre en décibels à l'expérience sonore qu'il est en train de vivre. C'est quelque chose qui attire un peu le regard sur votre vitrine et qui rappelle que les audioprothésistes sont probablement la première personne accessible pour parler du sonore. Vous pouvez voir le décibellateur sur le stand de Starkey, qui gentiment nous l'a exposé. Alors, optimisation des réglages. Donc, je remercie les organisateurs de m'avoir proposé de m'exprimer sur ce qui a été nommé perte auditive complexe. Alors, ce n'est pas moi qui ai choisi le titre, c'est très clairement l'organisateur. Et je trouve que ce mot complexe est très intéressant et pertinent et mérite d'être défini. Alors j'ai un conflit d'intérêts parce que je travaille pour Audition Santé, dont je suis le directeur scientifique. Et complexe ne signifie pas rare. C'est-à-dire, généralement, on a tendance à se dire c'est complexe, c'est pour Necker, c'est des choses qui sont très rares. Alors non, pas nécessairement. C'est plutôt que complexe signifie que le résultat que l'on attend, enfin qui est obtenu, n'est pas nécessairement le résultat qu'on attendait. C'est-à-dire, si on avait eu une prédiction à faire, on se serait trompé. Et force est de constater que ça nous arrive quand même assez souvent. Ce qui est peut-être normal, parce que les seuls outils dont on a à notre disposition pour évaluer une perte d'audition aujourd'hui, enfin, je pense que c'est la majorité d'entre vous dans la salle, c'est essentiellement l'audiométrie tonale et l'audiométrie vocale. Donc, à partir de quel moment avons-nous un résultat qui est inattendu? C'est à partir du moment où il y a une discordance entre les informations tonales et les informations vocales. Donc, évidemment, on essaye d'avoir le plus possible une cohérence entre les deux types de mesures, mais force est de constater que ce n'est pas toujours possible. Et si ce n'est pas possible, ça devient donc complexe parce qu'il faut trouver d'autres pistes de solutions. Alors, ceci est probablement dû à ce que l'on nous apprend chez l'entendant, c'est-à-dire comment fonctionne un entendant pour pouvoir analyser le message sonore. Oui, il y a une relation entre la capacité à percevoir quelque chose et à être capable de répéter des mots. Et vous connaissez tous cette norme qui divise la bande passante en 21 bandes de bandes. Et vous pouvez, en fonction de l'audibilité dans une bande, déterminer sa non-audibilité, l'impact qu'elle a sur l'intelligibilité de la parole. Et c'est comme ça qu'on arrive généralement à un pavé entre 2000 et puis 6000 Hz qui représente à elle seule 41% de l'intelligibilité de la parole. Alors que si vous prenez des ultra hautes fréquences, ça ne représente plus que 1% de la parole, de l'intelligibilité. Et si vous prenez les 5 premières bandes graves, vous n'allez pas nécessairement être très enclin à vous en occuper parce que ça représente moins de 3% de l'intelligibilité de la parole. Donc ça, c'est fait par des systèmes de bandes filtrées que vous connaissez, où pour chaque bande fréquentielle, on attribue un certain poids et son audibilité permet de déterminer le pourcentage de mots qui va être répété dans le calme ou dans le bruit d'ailleurs. Donc tout ça, c'est fait chez l'entendant. C'est très pratique pour savoir si je veux transmettre de l'information au travers du téléphone, est-ce que je suis obligé de coder toute la bande passante ou est-ce que je peux me limiter à une certaine bande passante? Et finalement, ça permet à la personne qui utilise le téléphone de comprendre convenablement, même s'il n'y a pas toute l'information. Donc d'un point de vue acoustique et technique, c'est très intéressant. Alors le piège dans lequel on est peut-être tombé, c'est qu'on a voulu l'appliquer à la surdité en se disant qu'un malentendant, finalement, ce serait peut-être un entendant, mais qui ne pourrait pas percevoir certaines fréquences. Et donc si on arrive à restituer l'audibilité de ces fréquences-là, en voie de conséquence, on devrait améliorer l'intelligibilité de la parole. Mais seulement voilà, ça ne fonctionne pas nécessairement comme ça, comme je vais pouvoir vous le montrer.
Malgré tout, toutes les cibles et toutes les formules de pré-réglage reposent sur ce postulat. Et donc là où il y a une perte, typiquement, vous avez du gain. Et là où il n'y a pas de perte, votre système va vous dire de ne pas mettre de gain. Alors quand l'observation du réel contredit la théorie, on va prendre des cas cliniques. Par exemple, cette femme que j'ai vue en 2012, donc elle avait 35 ans, elle ne savait pas qu'elle était porteuse d'une perte d'audition. C'est la médecine du travail à l'embauche qui, horrifiée, lui dit « Oh là là, mais ma pauvre dame, vous ne devriez pas comprendre. » Effectivement, si on se réfère à ce que je vous ai décrit juste précédemment, au-delà de 1000 Hz, elle ne perçoit plus les sons, et donc elle devrait comprendre au mieux 10% de la parole. Elle n'est absolument pas gênée, elle n'a aucun problème. La découverte est purement fortuite, et quand elle va voir le médecin, on est à 100% d'intelligibilité de la parole. Donc notre modèle, très clairement, ne nous permet pas de prédire l'intelligibilité de parole de cette personne. Donc finalement, quand on fait notre évaluation, notre bilan audioprothétique, on fait un test par voix filtrée, c'est-à-dire très clairement, vous faites de la voix à un niveau de voix moyen, vous voyez bien que les sons aigus ne sont absolument pas perçus, mais malgré tout, elle comprend 100% des mots pour un niveau de voix moyen. L'appareillage, catastrophique. Pas de gêne, pas de demande. Elle comprend bien, elle se débrouille bien, elle n'a pas de difficulté. On m'a demandé de faire un essai, j'en ai fait un, mais c'est évident que je ne vois pas bien ce que je pouvais lui apporter. Alors les choses ont évolué au cours du temps, et elle est revenue me voir 10 ans après, donc un petit peu plus âgée, avec 2 enfants, et on s'aperçoit que la perte d'audition a grandement été modifiée sur le 1000 Hz, qui était probablement finalement la fréquence qui l'aidait le plus, parce que là, cette fois-ci, l'intelligibilité commence à se dégrader, mais malgré tout, elle comprend toujours 100% des mots, mais à un niveau de voix fort, et en faisant attention, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, où vous avez des phénomènes top-down qui fait que la personne va essayer de compenser, elle va donner le change, mais c'est au prix d'une fatigue qui est importante, et elle devient irascible avec ses enfants, ça devient épouvantable, et elle est à la limite du burn-out parce qu'elle n'arrive plus à suivre dans son travail. Donc, nouvel essai d'appareillage auditif, et là, pour le coup, il y a une demande qui est très très forte. Et la théorie voudrait qu'on amplifie les sons aigus, puisque c'est là où vous avez la perte d'audition la plus importante, mais si vous êtes un petit peu malin et que vous lui demandez « qu'est-ce que vous entendez quand je vous fais percevoir des sons » et que vous levez la main, elle va vous dire « moi, j'entends pas du son, c'est une vibration, c'est douloureux, c'est pas agréable ». Donc évidemment, ce sont des zones qu'il ne faut surtout pas amplifier, contrairement à ce que prévoit la théorie. Et inversement, on peut essayer de rattraper ce que l'on sait qui l'aidait auparavant, qui est de rendre une audibilité sur le 750 Hz et éventuellement sur le 1000 Hz, même si vous avez vu que la dynamique est quand même très très réduite. Donc c'est vraiment challenging, et je vous avouerai que quand on fait des choses comme ça, on n'est pas très fier parce qu'on sait que l'autre souffre, et donc il faut lui expliquer pourquoi on n'a pas le choix de faire tellement autrement. Il faut lui expliquer sa perte d'audition et lui dire qu'on va souffrir ensemble et qu'il va y avoir des mécanismes d'apprentissage qui se mettent en place. Donc, comme vous l'a fait remarquer David tout à l'heure, le micro déporté, évidemment, fait partie de l'appareillage auditif. Ce n'est pas une option. Aujourd'hui, un appareillage auditif, c'est 2 prothèses auditives et un micro déporté dans quasiment toutes les situations. Et c'est pour ça qu'avec Johan Namani, on a suggéré de faire un atelier, on vous encourage à y venir, précisément sur les microphones déportés, qui sont dans toutes les recommandations, alors que David vous a cité, mais également les recommandations BIAP et les recommandations de la SFORL, notamment dans des choses aussi simples que la presbyacousie, enfin aussi simples, dans des choses comme la presbyacousie, par exemple, qui est beaucoup plus classique. Donc, si vous êtes audioprothésiste, n'hésitez pas à flasher ce QR code. Le questionnaire est un peu long, je m'en excuse, mais ça permet de prendre conscience, finalement, probablement qu'on sous-utilise les microphones déportés. Ça nous permet de comprendre les usages, comment vous appréhendez la technique et pourquoi finalement il y a si peu de microphones déportés qui sont fournis avec les appareillages auditifs, puisque finalement c'est la conclusion du système. Entre-temps, cette dame a pu bénéficier d'un test génétique, et la test génétique montre qu'en fait, il y a une mutation qu'on appelle une DFNB8, et avec une modification d'une protéine qui est dans la cochlée. Et donc,
cette publication est tout à fait remarquable. Donc c'est vraiment une question d'une protéine. Ça, vous avez un radical qui est un petit peu plus long que ce qui aurait dû être. Les ions sodium ne peuvent plus passer. Et ça crée des déséquilibres hydroélectrolytiques au sein de l'organe de Corti qui sont colossaux et qui expliquent toute la symptomatologie que vous avez. Et ça l'explique tellement bien que dans la publication, vous verrez que donnez-moi votre audiogramme tonal, dans ce cas-là, quand vous avez une DFNB8, je vous dirai quel âge vous avez. C'est-à-dire tout est parfaitement codifié. Selon son âge, on saura exactement quelle est sa perte d'audition. Et donc, le fait de connaître la cause a une répercussion qui est énorme, parce qu'on connaît le mécanisme, on sait que c'est cochléaire, donc ce n'est pas rétrocochléaire, et on sait que certaines personnes ayant eu ce gène-là ont pu être implantées, et donc la solution pour cette dame-là, très clairement, c'est l'implant cochléaire. Alors, vous vous en rappelez peut-être pas, mais je vous ai présenté exactement le même cas il y a 2 ans, avec des évaluations fonctionnelles supplémentaires, etc. Et Cécile Parietti m'avait dit « Mais pourquoi tu ne fais pas implanter cette dame ?» Ben, ça y est, c'est fait. Donc, elle vient mais ça repassait encore 2 ans. Et entre-temps, effectivement, elle a son microphone Roger, etc., qui l'aide. Et donc, elle va avoir un implant d'un côté, AB, une prothèse qui n'est pas celle que j'ai choisie initialement, et le Roger. Et il faut savoir que les sociétés qui fabriquent des implants cochléaires fournissent un petit bon pour que les possesseurs d'un implant cochléaire puissent se procurer précisément ce microphone qui va pouvoir les aider. Ça fait partie de l'appareillage de l'implant cochléaire. C'est donné systématiquement. Dans les mallettes, il y a un petit bon. Il suffit que le patient prenne ce petit bon, appelle AB, cochléaire, etc., MED-EL, et le système leur a envoyé gratuitement. Et en plus de ça, la prothèse va lui être remplacée pour pouvoir communiquer avec son implant cochléaire de l'autre côté. Donc, à l'hôpital, il y aura l'association qui sera faite. Alors, par contre, le parcours du patient peut être un petit peu complexe et un petit peu compliqué, parce qu'à l'hôpital, il va falloir faire l'association entre l'implant cochléaire et la prothèse auditive, puis aller en ville pour faire l'association entre le microphone, les aides auditives et l'implant cochléaire, parce qu'à l'hôpital, on est un petit peu débordé par plein de choses, donc on ne va pas s'occuper en plus du microphone, ou très très rarement, et surtout bien respecter AB, il faut une prothèse phonaque de l'autre côté, cochléaire, il faut une prothèse Jenrison de l'autre côté. Il n'y a pas d'alternative. Il faut faire ça pour que les systèmes puissent communiquer entre eux. Et donc, c'est ce qu'on vous propose de revoir tout à l'heure, si vous venez à l'atelier avec Johan Namani, que nous animons, et surtout essayer de répondre aux petits questionnaires. Et bon, il est un peu long, mais c'est intéressant d'avoir les pratiques et de savoir ce que l'on fait. Alors, autre cas, complètement différent, un monsieur de 70 ans qui est content de son appareillage. Voilà. Il est content, mais il ne comprend pas bien dans le bruit, mais après 10 ans de port d'appareil, etc., il a compris qu'il allait avoir une limite dans le bruit. Et l'appareillage, quand même, compte tenu de la perte d'audition qu'il a, alors peut-être qu'il y a eu une évolution de la perte d'audition, mais bon, il ne semblerait pas, parce qu'il m'a apporté une audiométrie ancienne faite avec un ORL, et donc c'est finalement assez stable comme perte d'audition. Et quand on voit l'appareillage précédent, on se dit, bah, quand même, il a une perte d'audition dans les graves. Bon, même si les graves, ce n'est pas ce qui apporte le plus d'intelligibilité de la parole, c'est peut-être quelque chose qui pourrait l'aider et le favoriser. Donc, a été entrepris un appareillage, justement, où on essaye de garder le côté ouvert, parce que quand j'ai une perte d'audition qui est importante, qu'il y a un appareillage ouvert, je me méfie toujours, parce que je me dis, il y a sûrement une bonne raison, et c'est sûrement le patient qui a poussé l'audioprothésiste précédent à faire quelque chose qui ne me paraît pas tout à fait cohérent. Donc, on y va par étapes successives, on apporte cette partie qui est grave, voilà, donc il est amélioré, il a une meilleure audibilité, il a une meilleure perception des sons, il redécouvre un univers plus large, la compréhension dans le silence est améliorée, dans le bruit aussi, alors pas autant qu'il aimerait, mais il l'est. Et par ailleurs, ce monsieur a accepté de participer à un protocole de recherche, et donc il a pu bénéficier d'un certain nombre d'autres explorations. Et donc on s'aperçoit que les stapédiens sont plutôt présents, et le fait que les stapédiens soient présents, c'est plutôt un bon critère pronostic favorable à l'appareillage auditif. Donc déjà, on voit que la première boucle est fonctionnelle, elle fonctionne bien. Il n'y a plus d'auto-émission, mais bon, ça on pouvait s'en douter un petit peu. Et il n'y a pas de produit de distorsion, donc les cellules ciliées externes, a priori, souffrent, et c'est parfait. Notre appareillage, si on fait des compressions,
C'est précisé, c'est ce qu'on fait de mieux. Les compressions sont là justement pour mimer le fonctionnement des cellules ciliées externes. Donc le fait qu'elles ne fonctionnent pas, franchement, on ne voit pas où est le problème et ça devrait bien fonctionner. Donc on est tenté de vouloir boucher, de faire un embout et d'apporter davantage de gras. Et là, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, l'intelligibilité diminue, et dans le silence, et dans le bruit. Et comme il est inclus dans un protocole de recherche, on a accès à un autre type d'information, qui est que finalement, on s'aperçoit que les potentiels évoqués sont grandement allongés. Ça ne pouvait pas nous l'être dit, on aurait pu imaginer qu'ils soient évalués. Alors c'est le gros avantage qu'on a avec Necker, ils sont évalués. On a ces informations-là quand on reçoit un enfant, et c'est un vrai plaisir d'envoyer un enfant ou d'en recevoir un, parce qu'on va avoir cette évaluation-là. On l'a moins chez l'adulte, et là on a la chance de l'avoir, et vous voyez tout de suite que les complexes 1,3 ou même 3,5 sont énormément allongés par rapport à ce qui est attendu. Donc la transmission de l'information ne passe vraiment pas bien. Et en plus de ça, il a bénéficié d'un test génétique où on retrouve un gène que l'on s'est impliqué dans des dysfonctionnements précisément de la fibre nerveuse. Et donc il y a des problèmes de conduction de l'information et on comprend bien que le système étant ralenti, est un peu une fibre bas débit, si vous voulez, une fibre bas débit de l'audition. Et donc l'information a vraiment du mal à passer. Et donc dans l'appareillage, il faut absolument réduire la quantité d'informations que l'on apporte, d'où l'intérêt de faire un open, bien que a priori l'audiométrie tonale ne le prévoyait pas vraiment. Moi j'avais prévu de fermer plutôt l'oreille. Et l'enjeu, c'est vraiment d'améliorer le rapport signal sur bruit. Alors le bruit de fond peut-être, mais dans ces cas-là, utiliser des prothèses auditives performantes qui permettent de faire émerger le signal par rapport au bruit. C'est ça l'enjeu de l'appareillage dans ces cas-là. Faites émerger le signal par rapport au bruit. Et évidemment, derrière, on va repenser au microphone déporté, parce que c'est probablement le meilleur moyen d'améliorer le rapport signal sur bruit, plutôt que d'attendre que tout arrive sur le micro de la prothèse auditive. Le bruit, la voix mélangée, vaut mieux aller chercher la voix directement là où elle se trouve. Autre cas où c'est aussi une forme de complexité, et le terme d'audiométrie tonale normale, on a vraiment la classification BIAP chevillée au corps et ancrée, c'est-à-dire une audition normale, c'est une perte d'audition inférieure à 20 décibels, sauf que vous savez qu'on passe à côté des surdités cachées, des neuropathies et des troubles centraux de l'audition. Et donc, et avec évidemment une théorie qui nous dit, a priori, il ne faudrait pas trop apporter de signal dans ces cas-là, puisque vous n'avez pas de perte, donc pourquoi apporter un gain ? Alors effectivement, je partage tout à fait l'avis de David d'essayer d'apporter une petite amplification pour donner un avantage, mais cet avantage, ce n'est pas nécessairement pour augmenter l'audibilité des sons dans le silence, d'autant plus que la symptomatologie de ces enfants, c'est généralement pas bien comprendre dans le bruit. C'est surtout faire en sorte que dans un milieu qui est bruyant, donner un avantage au signal. C'est à partir du moment où vous allez amplifier un petit peu et puis qu'en plus de ça, vous avez un traitement du signal, vous avez une chance d'améliorer le rapport signal sur bruit et de l'aider dans des conditions où il est mis en difficulté. Donc évidemment, il faut rendre un résultat au médecin ORL avec finalement le seul test d'intérêt qui est le test d'intelligibilité dans le bruit que nous avons tous et que l'arrêté de 2018 nous impose de faire. Alors, cela dit, on peut se dire aussi que peut-être que les tests que l'on a à notre disposition ne sont peut-être pas suffisants et que dans ce cas-là, il faudrait peut-être envisager d'autres types de tests. Et donc, typiquement dans l'évaluation chez l'ORL, on vous a parlé de la batterie des tests de Laurent de Menez, que vous allez retrouver ici, et avec une recommandation BIAP qui est parfaitement décrite pour poser un diagnostic avec un élément qui est précisé à l'intérieur de cette recommandation BIAP, c'est que les tests qui sont décrits ne sont pas là pour évaluer l'efficacité de l'appareillage auditif. Néanmoins, sachant que j'ai la chance de travailler à l'hôpital Necker avec des gens qui sont très à la pointe et qui sont dans une démarche de recherche et qui sont très, très, très pointus, le docteur Isabelle Rouillon a pu isoler une population de 7 sujets qui ont un trouble du traitement central de l'audition, avec a priori
pas de phénomène 10, donc pas avec d'autres pathologies qui sont associées, donc qui sont vraiment du défaut de traitement du signal, et qui est caractérisé essentiellement par rapport à une population d'enfants entendantes par des tests dichotiques qui sont chutés. Donc je vous avouerai que j'aurais tendance à avoir envie quand même de tester les tests dichotiques à un moment donné, une fois que j'ai appareillé ces enfants, pour savoir quel est l'apport de l'appareillage sur le long cours, parce que je ne m'attends pas non plus à un résultat qui soit immédiat. Et donc le résultat qui a été mis en évidence, c'est que vous avez un hyperdébit frontotemporal droit, qui pourrait expliquer la symptomatologie qui a été observée par ailleurs. Donc vous avez compris qu'on peut très vite se retrouver dans une situation un petit peu difficile dans laquelle on se place nous-mêmes en mettant sur notre vitrine, ici, test auditif gratuit, bilan auditif gratuit. Donc récemment, effectivement, une orthophoniste m'a adressé une enfant qui avait déjà vu un médecin ORL, 5 audioprothésistes, qui avait fait des bilans auditifs gratuits et qui avait conclu à la normalité de l'audition, puisque l'audiométrie tonale était tout à fait normale. Donc vraiment, méfiez-vous de l'audiométrie tonale, il faut vraiment qu'on évolue là-dessus et qu'on arrive à avoir des recommandations pour faire évoluer nos pratiques. On ne peut pas rester sur l'audiométrie tonale et vocale. Pour finir en 6 secondes, j'aime beaucoup aller skier avec la personne que je vais vous présenter juste après, qui m'interroge sur mon métier, et je lui dis, tiens, tu n'as qu'à utiliser une application qui s'appelle Eura, qui est normée et qui permet par un test de chiffres d'avoir un résultat de score dans le bruit. Et il se trouve que ce garçon est un excellent skieur, il vole sur la neige, il skie plus, il vole, voilà. Et il se fait planter sur Eura où il n'arrive pas à avoir le score attendu, et ça l'énerve énormément. Donc on teste ses écouteurs, on teste que tout est bien paramétré, etc. Et il n'y a rien à faire. Et il y a, donc on parle de ça, et c'était il y a 2 ans, et il vient juste de consulter le médecin ORL parce qu'il n'arrive pas à décoller, il n'y a rien à faire. Et donc le médecin ORL fait une audiométrie tonale, conclut évidemment une audiométrie tout à fait ce qui est plus normal, puisque inférieur à 20 décibels selon la classification BIAP. Et en fait, si vous reprenez les normes ISO, on s'aperçoit que cette personne qui a 63 ans, finalement, fait quand même partie des 50% les plus atteints pour son âge. Donc, pour l'instant, le médecin a probablement ressenti le besoin de temporiser les choses, etc. Et donc, il continuera d'être surveillé et peut-être appareillé par la suite. Mais attention vraiment à cette audiométrie tonale et à cette classification BIAP qui repose que sur le seuil tonal, parce que c'est très clairement insuffisant. Et là, on a la chance au BIAP de peut-être pouvoir modifier les choses, de revenir sur cette classification et de ne plus parler d'audition normale en confondant une graduation, une échelle en décibels HL, et peut-être de parler plutôt de grade 0, de grade 1, grade 2, etc., qui va permettre de lisser un petit peu tous ces éléments qui peuvent finalement s'avérer trompeurs par souci de classification. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Arnaud, merci beaucoup pour la qualité de ta présentation. Il y a eu plusieurs questions, mais je te propose d'y répondre dans les cahiers de l'audition pour qu'on puisse garder le rythme. Mais merci encore. Et j'appelle Benjamin Schex, qui est audioprothésiste à la Grande Motte, électrophysiologiste au Centre hospitalier de Montpellier, membre actif du Collège national d'audioprothèse, également impliqué dans la recherche, et qui va nous parler d'optimisation de la performance des appareils auditifs en milieu bruyant. C'est à toi. Merci. C'est bon. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on va démarrer directement. Je n'ai pas fait d'introduction parce que le problème, on le connaît tous. En lien d'intérêt, je travaille pour Alliance Audition. Je me suis mis, quand j'ai vu le sujet au début, je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, parce qu'en fait, c'est un problème que l'on a tous, qu'on rencontre tous. Je me suis dit, on va faire un état des lieux sur quels sont les outils à notre disposition, voir un petit peu la littérature. Et puis, il y a 3 petits points à la fin, et on va essayer d'évoquer, voir si la technique nous aide uniquement, ou est-ce qu'on ne peut pas agir sur d'autres facteurs.
Donc les microphones directionnels, je ne vais rien vous apprendre, mais ils sont sensibles à la provenance des sons grâce à une émergence du signal utile par rapport au bruit ambiant. Il y a deux types, une directivité fixe ou adaptative, avec un ajustement de la polarité en fonction du bruit. Et puis maintenant, on a des systèmes qui intègrent des capteurs de mouvement. Donc je ne vais pas débattre sur l'intérêt de est-ce que c'est bien ou pas bien. Jürgens, en 2025, lui, enfin son équipe en tout cas, montre que la combinaison des microphones directionnels associés à une réduction de bruit, tout simplement améliore effectivement la compréhension du bruit, et le bénéfice va dépendre fortement du couplage acoustique. Donc c'est un autre élément sur lequel on doit agir. Ça marche? Ah non, ça marche pas. Ah si, c'est génial ça. Vous voyez ici que la directivité simple, finalement, elle n'améliore pas tant que ça quand on n'utilise que ça. Mais si on l'associe à une directivité, une réduction de bruit, on arrive quand même à améliorer pas mal le SRT. Bon, ça, c'est une seule publication parmi tant d'autres. Donc on a raison d'utiliser les microphones directionnels. Il y a Perrine Morvan, je ne sais pas si elle est là, c'est une audioprothésiste qui est française, qui a fait une très belle méta-analyse. Elle a fait une revue sur l'efficacité des traitements de signal, incluant les microphones directionnels, et elle confirme également qu'il y a un intérêt positif sur le confort et la compréhension en milieu bruyant. Au fur et à mesure que j'ai fait de la biblio, je me suis rendu compte qu'on parlait quand même assez souvent de confort auditif, pas au détriment d'amélioration, mais il y a quand même un élément de confort qui revient souvent. Donc, je me suis posé la question de est-ce que la réduction de bruit, seule, ça suffisait. Elle montre aussi qu'il y a une contribution à la directionnalité qui est un peu plus limitée chez les personnes âgées par rapport aux personnes plus jeunes. Valderrama en 2025, ce qu'il montre, c'est que, pareil, l'utilisation des microphones directionnels adaptatifs binauraux va réduire l'effort d'écoute, encore une fois, et augmenter la compréhension de la parole dans le bruit. Microphone déporté, Arnaud t'en a bien parlé. On n'a pas tendance à l'utiliser. Enfin, en tout cas, moi, des fois, ce n'est pas le réflexe que j'ai immédiatement. C'est après coup, je me dis, si, en fait, il y a les accessoires et on pourrait les utiliser. Donc, je ne vous refais pas le détail. Vous savez que ça va être un peu plus utile au travail dans les milieux très bruyants. Thibaudeau, en 2020, avait fait une étude sur le Roger Select. Il démontre une amélioration d'environ 61% de la reconnaissance de la parole. Et c'est en fait aussi une des solutions les plus adaptées, en tout cas la meilleure solution chez les patients qui ont un trouble du traitement auditif, avec un audiogramme dit normal. Si on continue, comme outil, on a les réducteurs de bruit. Oui, parce qu'en fait, la présentation, je ne vais pas vous dire où positionner le curseur, ni comment régler tel ou tel mécanisme, parce que ce n'est pas possible, il n'y a pas de recette miracle. Mais les réducteurs de bruit, quand même, aujourd'hui, ils existent, et heureusement qu'on les a. De nos jours, ils vont fonctionner sur une réduction de bruit intelligente multibande. Ils vont estimer en permanence le rapport signal à bruit dans chaque bande de fréquence, etc. Historiquement, ce qu'il faut retenir, c'est que la DNR, donc la Dynamic Noise Reduction classique, sans traitement spatial, n'a pas amélioré l'intelligibilité de la parole, mais elle réduit quand même l'impression de bruit et l'effort d'écoute, encore une fois. Donc en 2024, montre que l'activation d'une Dynamic Noise Reduction modérée à fort dans un programme parole à bruit va réduire significativement l'effort d'écoute sans altérer l'intelligibilité. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, on a de l'IA à tout va. Donc ces algorithmes basés sur l'apprentissage automatique, ça c'est le machine learning, avec des réseaux de neurones profonds qui sont entraînés sur de grandes bases de données. On en parlera peut-être un peu à la fin. Le principe, c'est de séparer la parole du bruit par rapport à des méthodes de classification. Gardez en tête que c'est des méthodes statistiques basées sur la probabilité. Donc ça peut marcher sur des situations qui ont déjà été vues, on va dire, par l'apprentissage, mais dès qu'on est en dehors de ces apprentissages-là, le système peut se tromper, en tout cas ne pas être aussi efficace que ce qu'on le pense. Donc Diel, j'ai lu ça publie, il montre qu'un algorithme comme ça de DNN pouvait restaurer l'intelligibilité à un niveau proche de l'oreille normale. Encore faut-il bien définir ce qu'était une oreille normale. Ce que ça implique, c'est que les réducteurs de bruit, il faut faire attention aux paramètres de compression. Ça a été montré par Naylor et Johnson en 2009. Votre rapport signal à bruit en sortie peut être meilleur ou pire que celui en entrée. Typiquement en présence d'un bruit fort, si on compresse rapidement, vous allez réduire le bruit et améliorer le signal. Par contre, en présence d'un bruit faible, votre compression risque de réduire les crêtes de la parole, donc votre rapport signal à bruit va se dégrader et vous aurez ainsi une perte de gain cible.
Puis les mesures réelles, pratique courante, hein, donc ça va être vos mesures in vivo. L'amélioration de l'intelligibilité dans le bruit va dépendre quand même fortement de l'audibilité des harmoniques de la parole, c'est classique. Pensez à identifier les manques de gain ou les pertes de gain qui seront liées au type d'embout que vous avez choisi ou éventuellement au DOM, hein, et surtout à l'évent. Alors, quelques astuces que j'ai pu repérer un peu dans la bibliographie. Cibler l'audibilité, évidemment, sur vos réponses réelles. Si vous avez un déficit aux alentours de la zone conversationnelle, augmentez tout simplement les gains sur ces bandes-là. Respectez évidemment votre seuil de confort et d'inconfort. Pensez au S2I, hein, tu en as parlé Arnaud, lors de vos mesures pour cadrer vos objectifs. Hein, essayez de vraiment vous baser un petit peu sur ce score-là, même s'il est perfectible et que ce n'est pas uniquement ce score-là qui va vous donner un bon objectif, une bonne réponse. Pensez à vérifier le comportement suivant la directivité. Vous avez certaines directivités qui peuvent modifier en partie la réponse en fréquence. Donc vérifiez que les composantes comme ça utiles ne sont pas retirées. Puis adapter la compression quand c'est possible. J'en ai parlé. Préserver les crêtes utiles et éviter une trop forte réduction des contrastes. Oups, là, je suis allé à la fin directement. Pardon. J'étais où? Voilà. Quand vos mesures in vivo sont bien faites à la base, alors je ne suis pas vraiment fait dans l'ordre, mais je me rends compte maintenant, le couplage acoustique, c'est vraiment à la base. Couplage ouvert, pour des rappels très simples, hein, vous allez laisser passer les basses fréquences, ce qui va réduire effectivement l'occlusion, rendre la voix un peu plus naturelle, mais ça va réduire l'efficacité de la directivité microphonique, donc de certains algorithmes. Alors qu'un couplage fermé, évidemment, ça va augmenter l'amplification au niveau du tympan. Vous aurez un peu plus de gains à basse fréquence disponibles. Vous allez préserver un peu mieux hein, le traitement directionnel, mais au prix d'une occlusion et d'un inconfort. Retenez qu'un mauvais couplage acoustique va influencer l'enveloppe temporelle et la structure fine de votre appareillage, enfin de votre courbe de réponse. Vous aurez une perte de contraste. En grosso modo, hein, la diminution de la masse acoustique, tout simplement, elle va lisser l'enveloppe de votre signal utile. Donc ça, c'est des choses qui avaient été vues sur les précédents EPU. Puis, il y a ces fameux 3 petits points, j'y viens. Ces 3 petits points, en fait, c'est, pour moi, la base, c'est la connaissance fine de votre patient. Vous aurez beau mettre toute la technique que vous voulez, même les appareils les plus performants dans 5-10 ans. En fait, la performance dans le bruit, elle va réellement dépendre de la capacité binaurale propre à chaque patient qu'on a en face de nous. Et on voit bien, hein, il y a des patients qui sont très en difficulté dès qu'on fait une mesure dans le bruit. Et encore, je ne parle pas des audiogrammes normaux. Donc les appareils, effectivement, ils optimisent le signal, mais c'est le cerveau qui doit exploiter les indices binauraux. Parce que des patients avec une atteinte unilatérale ou asymétrique importante, un trouble central, vont avoir un démasquage limité. Donc il va falloir adapter notre stratégie. Donc pensez à tester l'audition binaurale dès votre premier rendez-vous. Faites pas qu'une audiométrie tonale et vocale, il faut faire une audiométrie dans le bruit. Et si possible, un test de binauralité. Alors l'audition binaurale, très rapidement, hein, parce qu'il me reste 5 minutes, ça devrait être bon. Ça repose sur 3 mécanismes. Vous avez la somme binaurale, l'effet d'ombre de la tête, et puis les indices interauraux. Alors c'est sur ça en fait qu'on va jouer. Nos oreilles sont capables de détecter des différences d'intensité et de temps. Notre système auditif, il fonctionne comme un analyseur de cohérence. C'est-à-dire que là, vous avez 2 sources spatialisées. Même si elles sont séparées d'un certain délai, ces sources-là, si certains flux, droite et gauche par exemple, se ressemblent, notre oreille va considérer qu'ils proviennent de la même source. A l'inverse, si les traits sont différents, ils vont être perçus comme 2 sources distinctes. C'est ce qu'on appelle la ségrégation de flux. Et ça, c'est comme ça que fonctionne notre cerveau quand on est en milieu bruyant. En permanence, il va comparer un petit peu d'où viennent les différentes sources. Ça implique, hein, du coup, il y a une implication prothétique, tout simplement, à ces observations-là. C'est-à-dire qu'il faut préserver autant que possible les indices binauraux pour qu'on puisse améliorer la compréhension de nos patients quand ils sont en milieu bruyant. Donc ça veut dire préserver la symétrie et les délais interauraux, parce que certaines aides auditives vont introduire un délai de traitement et il faut qu'il soit le plus équilibré possible entre les 2 oreilles. Alors bien que les fabricants nous disent qu'ils ont des traitements inférieurs à 7 millisecondes, c'est déjà beaucoup en fait.
Donc si les délais diffèrent trop, vous allez avoir une perte de vos DIT, ils vont être brouillés, vous aurez une perte du bénéfice binaural, déjà d'entrée de jeu. Attention aussi aux algorithmes asynchrones, certains traitements, réduction de bruit, adaptateurs, etc., peuvent fonctionner indépendants par oreille. Donc il faut être vigilant là-dessus. On ne peut pas y avoir accès forcément sur tous les logiciels, mais quand c'est possible, privilégier les modes synchronisés binauraux pour conserver la cohérence de ces différents signaux-là. L'ajustement du couplage acoustique. Quand vous faites votre test de mesure audiométrie binaurale, en fait, vous allez avoir des patients qui vont avoir un bon démasquage et qui vont généralement profiter d'indices binauraux naturels. À ce moment-là, vous pouvez éventuellement envisager un embout un peu plus ouvert, en veillant à ne pas écraser la spatialité par des traitements trop agressifs. Et puis, il y a des personnes qui auront de moins bonnes capacités binaurales, donc envisager un couplage un peu plus fermé pour donner du poids à la directivité d'une part, et aussi à la réduction du bruit. Ça va permettre de diminuer un peu la charge cognitive. Je fais un petit point sur la gestion des basses fréquences. On a eu une étudiante en Master 2, Amélie Pouquet, dans nos laboratoires, qui a fait un mémoire, notamment sur l'écoute binaurale, en partenariat avec SONUP. Je voulais juste la conclusion qui était assez intéressante. On a remarqué que les sujets qui avaient une perte inférieure à 40 dBHL en basse fréquence conservaient souvent un bénéfice du démasquage. Et au-delà, une amplification trop forte, quand on essaie de se mettre sur les cibles, ça pouvait masquer la parole utile, tout simplement. Donc pensez à adapter quand vous êtes dans des cas de baisse assez importante sur les basses fréquences. Mais évitez de suramplifier, ou en tout cas vérifiez si ça va bien, surtout si la perte est sévère. Comment on teste le démasquage binaural? Parce que je vous en parle, mais c'est vrai que tous les tests ne le font pas. Alors moi, j'utilise le Sonoise Evo. Je n'ai pas de part avec eux, mais le test est quand même assez simple. Il y a une première phase qui est de test en conditions diotiques, c'est-à-dire que vous allez avoir du bruit et de la parole, puis c'est un test adaptatif, donc vous allez avoir différentes itérations. Il faut répéter ce que vous avez à l'écran, c'est un peu comme un digit in noise, mais un peu plus sympa. Cette première partie étant faite, ça va basculer ensuite sur une condition dichotique antiphasique, donc vous allez avoir le bruit et la parole sur une oreille, et puis après vous allez avoir la parole qui est légèrement déphasée d'un facteur de pi, et l'ajout de cet indice temporel dans la deuxième partie du test va permettre à un système auditif dont le codage temporel est bien conservé d'améliorer cette perception. Et puis à ce moment-là, vous allez avoir le démasquage binaural qui va apparaître ou qui va vous montrer effectivement si votre patient est en difficulté ou pas. Donc en conclusion, bien connaître son patient, c'est la base de tout. On n'est pas les ingénieurs du son, on règle des appareils certes, mais on les règle pour un patient. Donc il faut bien le connaître. Gérer absolument l'occlusion de votre couplage acoustique, la masse acoustique de votre embout. Les DOM, c'est pas mal, mais si vous pouvez éviter, c'est mieux. Bien connaître les algorithmes, comment ils interviennent, comment ils interagissent. Gérer évidemment les compressions et les MPO. Préserver les indices binauraux quand c'est possible, quand vous les avez bien évalués. Et c'est ça qui va vous donner un petit peu, savoir où vous pouvez aller en fonction de la capacité naturelle de votre patient. Puis après, il y a une méthode très simple en fait. Vous faites un programme A avec ce qui vous semble être le meilleur réglage, un programme B avec une autre idée. Vous les testez. Lequel est le meilleur? C'est le A, c'est le B, point final. Vous avez ensuite votre meilleure solution. Et puis évidemment, c'est le counseling, l'accompagnement de votre patient, bien lui expliquer les capacités qui lui sont restantes, ce vers quoi on peut l'amener. Et puis 15 secondes, c'est plutôt pas mal. Merci à vous. Parfait. Merci beaucoup Benjamin. On va enchaîner avec les cas cliniques et nous allons appeler en premier Hervé Bischoff. Et puis Gaëtan, peut-être. Ah, on va devoir attendre la fin du décompte, non? Voilà. Voilà, donc là, je vais vous présenter un cas clinique qui tombe vraiment bien parce que c'est la suite un petit peu de tout ce qu'on vient de voir dans cette session. Donc, c'est un jeune de 15 ans qui m'a été adressé initialement donc
pour une hyperacousie, donc il est très gêné en classe, très gêné avec les bruits forts du quotidien, donc que ce soit les couverts, les bruits de clés, les chocs. Quand il est en voiture, il est dérangé, etc. Ça lui provoque vraiment une douleur, hein. C'est comme si on lui plantait une aiguille dans le tympan, donc il le décrit vraiment très bien et ça lui fait mal des deux côtés. Parfois une sensation d'oreille bouchée s'il y a eu des sessions un petit peu plus longues dans des ambiances un petit peu bruitées. Et il a ça depuis pas mal d'années, hein, depuis qu'il est tout petit, vers 10 ans ça a commencé. Il a fait beaucoup d'otites enfants. Lorsqu'il passe par exemple en TGV dans les tunnels, il ressent une gêne importante, ou à la montagne. Par contre, en avion, pas de problème particulier. Dans le questionnaire d'anamnèse de base, on pose toujours la question de savoir s'il y a un acouphène. Là, on ne peut pas estimer vraiment qu'il a un acouphène. Là, ce qu'il décrit, c'est un acouphène parfois qui apparaît, il y a un sifflement, puis il disparaît relativement rapidement, hein, dans l'heure. Donc voilà, pas d'autres problématiques ou de choses à signaler. Donc dans l'analyse de son anamnèse, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que clairement, ce qu'il décrit, c'est une hyperacousie. Le médecin ORL qu'il a vu donc à Necker, c'est Marine Parodi dans un premier temps, a posé ce diagnostic d'hyperacousie. On va voir un petit peu par la suite les tests qui ont permis de le faire. Cependant, dans la description de certaines choses, on se pose la question quand même d'une éventuelle TTA. Alors on a vu tout à l'heure, hein, Isabelle Roulon l'a bien montré, c'est assez difficile de cadrer, de séparer les choses clairement. Tout est un petit peu entremêlé les uns dans les autres. Mais notamment, il signalait qu'il a du mal à entendre sa maman quand il y a un petit peu de bruit autour. Et il l'a fait souvent répéter. Donc on part sur la base de départ quand même sur une hyperacousie. Donc on voit un seuil de confort qui est très dégradé. Je ne reviens pas sur le seuil d'inconfort que je ne réalise pas de façon volontaire, pour éviter déjà de traumatiser. Et puis un enfant qu'on traumatise, il va déjà beaucoup moins être moteur dans ce qu'on pourra mettre en place avec lui. Au niveau de la vocale dans le bruit, donc à 15 ans, on peut lui faire un framatrice sans problème. Quand j'ai commencé à mettre au niveau de base à 65 décibels, très rapidement, il a dit il n'en pouvait plus, il voulait qu'on arrête. Et donc, j'ai relancé le test en mettant à 55 décibels le bruit de fond. Et malgré ce niveau plus faible, on voit une dégradation d'à peu près 6 décibels du rapport signal-bruit par rapport à la norme. Donc, seuil d'audiométrie tonale parfaitement normal, seuil d'audiométrie vocale dans le silence parfaitement normal, hein, donc ça rentre bien dans les critères. Marine Parodi lui a fait passer le QSBE qu'on a mis au point avec une de nos stagiaires. Donc avec une partie remplie par l'enfant, donc avec des scores assez importants, donc de 27 sur 32, et une partie remplie par la maman de 49 sur 52, donc un score assez élevé, et les EVA gènes remplis par Quentin, donc à 7,4, et par la maman. Donc c'est bien à 15 ans, on retrouve une cohérence entre entre la cotation parent-enfant. On a des fois une décorrélation de l'EVA et du questionnaire sur les enfants plus jeunes, parce qu'en fait l'EVA c'est une gêne globale qu'on va demander d'évaluer à l'enfant, et un jeune enfant il peut être hyperacousique, mais en fait c'est adapté à son hyperacousie et donc va coter sur une EVA de gêne un faible niveau. Par contre, sur des questions très spécifiques, est-ce que le bruit de certains élèves font du mal, est-ce que la voix forte du professeur gêne, là il va dire oui c'est gênant sur ce point-là. Donc on peut avoir un questionnaire qui cote fort une hypersensibilité au bruit et une EVA de gêne qui peut être décorrélée chez l'enfant jeune. Donc première mise en place d'un appareillage, donc c'est avec bruiteur, hein, donc aucune amplification, bruiteur seul. Les bruiteurs vont être augmentés très progressivement. La mesure qui est faite donc au niveau du tympan, le but ça va être de retrouver un bruit blanc mesuré in vivo au tympan. Contrôle à 1 mois, Quentin il se plaint beaucoup. Le bruiteur en fait plutôt que de l'aider, ça a tendance même plutôt à le fatiguer davantage qu'il n'était déjà.
Du coup, on tente quelque chose, c'est de fermer un petit peu plus son conduit auditif pour essayer d'éliminer un petit peu les sons de l'extérieur. Une petite modulation au niveau du bruiteur pour donner une sonorité un petit peu plus proche d'un bruit rose par rapport au réglage initial qui est calé sur un bruit blanc. Et puis donc il repart comme ça. J'ai toujours en arrière-pensée une TTA potentielle, en plus de l'hyperacousie. Et du coup, je lui prends les empreintes pour justement un éventuel appareillage différent. Donc, 1 mois et demi, je le revois, donc 15 jours après. C'est clairement, avec les bruiteurs, ça ne va pas du tout, hein, c'est pire que tout. Il y a une gêne globale qui augmente, il est encore plus fatigué le soir qu'il était déjà. Et du coup, je vais le renvoyer à Necker, donc voir Isabelle Rouillon, qui lui fait passer toute la batterie de tests, et donc qui va donc montrer un trouble du traitement auditif pour Quentin. Du coup, on repart sur une deuxième adaptation qui, cette fois-ci, va être différente puisque les réglages vont à ce moment-là être spécifiques d'une TTA. Et donc, on met des emboriques fermés. Donc, le réglage, on a vu un petit peu tout à l'heure les différents éléments. Donc, on va mettre un tout petit peu plus d'aigu pour essayer de donner des éléments de parole qui sont les plus importants. On compense la présence de l'embout avec juste un gain 0 sur les graves, un traitement de bruit qui est présent pour baisser quand il y a présence de bruit, et les micros qui vont être mis en directionnel pour essayer de récupérer le signal qui est le plus important et d'éliminer au maximum les signaux incidents. Contrôle 1 mois après, il y a du coup cette fois-ci une très bonne adaptation aux embouts fermés. En fait, il est tellement confortable, malgré la gêne que ça peut produire, que du coup, ça va beaucoup mieux. Il retrouve enfin une appétence à sortir, à pouvoir vivre un petit peu mieux. Donc, on continue à le suivre. Il y a une demande HF qui a été faite à la MDPH, et on n'a pas encore le retour, mais c'est en cours. Et puis donc, ça permettra d'améliorer encore ces résultats-là. Donc en conclusion, c'est vrai que là on voit toute la complexité de prendre en charge les TTA parce qu'on peut avoir d'autres éléments complémentaires présents, notamment là une hyperacousie qui est clairement définie. Alors il peut y avoir un premier motif de consultation, il faut vraiment toujours... c'est un petit peu ce qu'on voit tout le temps, hein, c'est prendre en compte les éléments, le patient et la description de sa gêne, et puis aller fouiller un petit peu plus loin pour potentiellement trouver d'autres éléments qui seraient masqués par la cause de première visite. Et donc là, il y a deux études que je voulais vous citer. Donc, l'une qui montre un lien très clair entre hyperacousie et TTA, puisque sur 279 patients où une TTA a été déterminée, il y a 107 qui a présenté une hyperacousie, donc avec un seuil dégradé au niveau de l'audition. La deuxième étude en dessous, voilà celle-là, elle montre un lien entre la dyslexie et le TTA. Elle montre également l'importance de mettre un système HF pour pallier ça. Et quand on va regarder un petit peu, donc ça sort un petit peu du sujet, mais quand on cherche de l'autre côté, c'est-à-dire si on va chercher dans la population des enfants dyslexiques, on retrouve des liens avec l'hyperacousie, avec les HPI, avec la misophonie, etc. Et donc, il y a beaucoup de choses, tout est un petit peu entremêlé, et puis voilà, c'est assez difficile toujours de ressortir les uns les autres. Hervé ? Oui, et voilà, j'ai fini. Donc, parfait. Merci beaucoup Hervé. C'est vrai qu'on a pris un peu de retard, on a d'autres... Merci à vous. Maintenant, on va accueillir Gaëtan Lemoine, responsable pédagogique à l'école de Fougères, audioprothésiste, qui va nous présenter un deuxième cas clinique. Et puis ensuite, on pourra faire la pause.
Très bien, bonjour à tous. On va continuer du coup sur ces cas cliniques et on va traiter un cas ensemble qui va faire un petit peu la continuité de ce qui a été vu cet après-midi et aussi du cas d'Hervé. Vous retrouvez ici mes différents liens d'intérêt. Et donc pour ce cas clinique, je vais vous faire participer. Donc je vous invite à scanner ce QR code. On va voir si j'ai le temps de vous poser toutes les questions, si vous avez un café à prendre ou pas. Alors, de toute façon, le QR code sera sur les autres diapositives si vous n'avez pas eu le temps. Alors, cette patiente, c'est une femme d'une quarantaine d'années que moi j'ai reçue pour la première fois en 2021. Elle me déclare qu'en 2022, elle avait déjà ressenti une perte d'audition, qu'en 2007, une perte avait déjà été mesurée. En 2010, c'est une patiente qui a subi une surdité brusque qui a été prise en charge et les premiers acouphènes sont apparus à ce moment-là. Et en 2017, elle a eu un traumatisme sonore suite à une alarme incendie, un déclenchement d'alarme incendie. Ça a provoqué une majoration de la perte d'audition ressentie et une apparition d'une sensibilité au bruit ainsi qu'une phonophobie. En termes de difficultés d'intelligibilité, cette patiente décrit une compréhension variable selon le locuteur, une voix faible difficile, des difficultés dans le bruit. Elle travaille en accueil qui est plutôt bruyant, donc d'où les difficultés aussi importantes au niveau professionnel, idem en réunion. Elle utilise beaucoup le téléphone avec le casque au niveau professionnel. Et au questionnaire SSQ15, à la sous-échelle audition de la parole, on a un score relativement faible de 2,8. Concernant son anamnèse, son acouphène, elle décrit un acouphène donc périphérique des deux côtés, plus présent au niveau de l'oreille droite, de type sifflement, constant en fréquence, majoré en intensité avec la fatigue. Cet acouphène qui lui-même génère de la fatigue, donc on voit bien le cercle vicieux par rapport à ça, et pas d'impact sur l'endormissement. On a un THI à 30 et une VA à 4,1. En termes de sensibilité au bruit et de phonophobie, elle déclare très clairement qu'elle a peur que les bruits majorent sa perte auditive. Elle a tout un ensemble de panels de sons qu'elle m'a décrit qui pouvaient la perturber. Et au questionnaire d'hyperacousie de Calfa, on a un score de 33 qui est donc supérieur à 28, qui confirme donc cette hyperacousie. Alors, par rapport à l'ensemble de tous ces éléments, j'ai donc fait un BAYA pour essayer de clarifier un petit peu toutes ces plaintes. Et ce qui est relativement intéressant, c'est qu'en fait, elle décrit que sa perte d'audition et sa sensibilité au son sont tout autant perturbants. L'acouphène, lui, est quand même relaté dans une deuxième plainte. En termes de bilan audiométrique, on obtient ceci. C'est une patiente qui a une perte légère, bilatérale. On note par contre, vous voyez, une dynamique très pincée en relation avec son hyperacousie et sa phonophobie. Son acouphène est aux 3 kg, on est 6 décibels au-dessus de son seuil. Et on a réussi à obtenir un effet d'inhibition résiduelle partielle d'une vingtaine de secondes avec une diminution de l'asonie. Alors, par rapport à tous ces éléments, c'est là que maintenant je vais vous interroger, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette patiente-là? Alors, est-ce que vous lui proposez un appareil de type GBB, open, sans amplification? Est-ce que vous lui proposez un appareillage avec un couplage un petit peu intermédiaire ou ouvert avec une amplification? Un appareillage couplage ouvert intermédiaire avec amplification et générateur? Est-ce que vous lui proposez un appareillage avec un embout sur mesure occlusif ou un embout sur mesure occlusif et GBB? Je vais vous laisser le temps de voter. Alors, j'ai 77 réponses, on va regarder. Alors, vous êtes en plus grande partie, là, actuellement, à indiquer que vous metteriez un appareillage occlusif avec un générateur de bruit blanc. Ok, c'est assez intéressant. Bon, c'est ce que je lui ai mis en place, donc ça me va bien. Du coup, en effet, cette patiente, je me suis orienté vers un embout sur mesure avec de type silicone, avec un évent de 1 mm, donc une prise d'empreinte bouche ouverte que j'ai essayé de faire la plus profonde possible. Un appareillage RIT avec une compatibilité avec un accessoire pour le téléphone de son travail.
Les objectifs, en fait, à travers cet appareillage occlusif, ils sont plusieurs. Le premier, c'est de chercher à gérer son hyperacousie et sa phonophobie, donc d'avoir une gestion de sa dynamique résiduelle et de permettre, de par la compensation partielle de sa perte auditive, eh bien, d'avoir une stimulation périphérique pour chercher à diminuer les compensations centrales. Et de par sa phonophobie, eh bien, c'est rapporté de la réassurance et donc une adhérence aussi à l'appareillage, parce que forcément, elle est dans la crainte, elle est dans la demande de mieux entendre, mais en même temps, elle est dans cette crainte que ça devienne trop fort. Et on va aussi chercher à renforcer l'efficacité prothétique. Cela a déjà bien été détaillé tout à l'heure par Benjamin. En termes de stratégie prothétique, forcément, vu sa dynamique résiduelle, on va être sur des taux de compression qui vont être relativement forts chez cette patiente. On va chercher à normaliser son MCL appareillé, on va forcément être vigilant sur les MPO, et j'ai mis en place un premier niveau d'amplification sur les faibles niveaux d'entrée. Vous notez que pour l'instant, je n'ai pas mis encore en place de générateur. On obtient cela en premier réglage. On voit qu'on a déjà un certain niveau de gain, ce qui peut amener la question, du moins lors de ce rendez-vous de bilan de la fiabilité des mesures supraliminaires, potentiellement en lien avec la phonophobie. Et on voit que c'est déjà des éléments qui peuvent être aussi en lien avec la littérature. Donc c'est une patiente qui nous dit qu'elle a une amélioration de son intelligibilité, qu'elle a une meilleure tolérance des sons forts, mais il y a quand même des limites. Forcément, au vu de ces seuils appareillés, on voit bien qu'en termes de voix faible, ça va être compliqué et que certains sons restent difficiles à tolérer. Donc il y a un deuxième réglage qui a été créé avec une amplification supplémentaire dans les sons faibles, mais là aussi, comme ça a été démontré, ça va venir dégrader sa compréhension dans le bruit, d'où la création d'un deuxième réglage par rapport à ça, avec une baisse de ses taux de compression. Je la revois un mois plus tard, statu quo, ça se passe bien pour les voix faibles, il y a une amélioration par rapport à ça, mais la tolérance au son, particulièrement au son aigu, reste compliquée, comme on le voit aussi lors de cette mesure de seuil MCL appareillé. Donc, je vous avais posé un petit peu la petite question, mais on va aller directement à la réponse de qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça au vu du temps qui nous reste. Du coup, la stratégie, ça va être de mettre là en place un générateur de bruit blanc. Le but, ça va être là aussi de vraiment rentrer dans une stratégie de prise en charge d'hyperacousie en combinaison de tout cela pour continuer via un bruit calibré à augmenter les entrées périphériques pour diminuer la compensation centrale par rapport à ça, avec un générateur qui a été réglé là aussi en mesure in vivo. L'inconvénient forcément de ces générateurs, c'est que ça impacte la voix faible et c'est là qu'on commence à arriver à une petite usine à gaz avec cet appareil auditif, avec un programme avec générateur, un programme sans générateur, un programme pour la voix faible, un programme pour les environnements bruyants. Donc ça fait un petit peu beaucoup. Mais lorsqu'on la revoit à 3 mois, bon, c'est une patiente qui est assez agile avec tous ces éléments, elle gère plutôt bien la chose. Elle n'a pas ressenti d'amélioration de son intelligibilité ni de sa tolérance au son fort. Donc la question qu'on peut se poser, on n'a pas d'évolution de sa dynamique. Et par contre, au niveau de son acouphène, elle a un effet de mixing point et d'inhibition résiduelle qui est obtenu, qui favorise son endormissement. Donc la question, c'est est-ce qu'on laisse comme ça ou est-ce qu'on continue à augmenter progressivement notre générateur comme c'est coutume de faire dans la prise en charge d'une hyperacousie. Là aussi, je vous questionnais par rapport à la chose, mais j'ai personnellement fait le choix de laisser un petit peu de temps pour voir comment est-ce que cela allait se passer. J'avais peur d'augmenter mon générateur de bruit blanc, d'avoir un effet de masque et d'avoir un effet de contraste trop important avec son acouphène lorsqu'elle va retirer l'appareil le soir. Et donc, en faisant ça, ça s'est bien passé. Elle a ressenti une diminution de sa gêne. On a donc, qui est confirmé au niveau aussi de ces tests audiométriques avec une dynamique qui s'agrandit. Donc, qui dit dynamique qui s'agrandit, dit mise à jour des taux de compression et du gain. Et donc, on se retrouve maintenant avec ce gain prothétique qui est relativement intéressant, avec une amélioration en cohérence de l'intelligibilité des voix faibles, qui était une de ses demandes, particulièrement dans le cadre de son travail. Mais on a toujours des taux de compression qui sont relativement importants, particulièrement au niveau de l'oreille droite.
À 1 an, eh bien, ça va dans le bon sens. On a une dynamique qui continue de s'agrandir, donc on va pouvoir continuer à diminuer les taux de compression. Pour l'instant, des sons faibles, puisqu'elle a toujours sa phonophobie, donc elle est toujours très dans le questionnement de comment va se passer le prochain réglage, etc., par rapport à sa sensibilité au son fort. Donc, dans un premier temps, j'ai joué que sur les sons faibles. On a besoin que d'un seul, enfin que de 2 programmes de ce fait-là, puisque on n'a plus autant de compression sur les sons faibles. Et à 1 an et demi, eh bien, on se retrouve à avoir toujours là des seuils supraliminaires qui se sont abaissés. On a une dynamique qui s'est agrandie. On est quasiment sur des seuils UCL qui sont proches de la normale, du moins qui tendent vers la normale. Donc là, par contre, on a pu bien procéder à une diminution des taux de compression des sons forts. On a fait aussi un petit coup de REM pour pouvoir vérifier qu'on n'avait plus d'effet d'obstruction de cet embout occlusif qui est toujours en place et qui nous permet du coup de favoriser toujours ces traitements du signal. Et en termes de THI, eh bien, vous voyez que le score a bien diminué. En termes de VA aussi, au CALFA, ça se passe bien aussi. Et SQ15, augmentation du score. Et au VRB, aussi une amélioration de la compréhension, comme on peut le voir aussi dans le calme. Gaëtan, parfait. Voilà, on parfait. conclut. Merci. En conclusion, du coup, eh bien, c'est que sur un cas de ce type, c'est toujours chercher à traiter en premier lieu la sensibilité au bruit. Si vous avez une plainte en termes d'hypoacousie associée, eh bien, l'appareillage occlusif peut être une solution si les plaintes sont relativement importantes et que la patiente tolère bien un embout occlusif si elle ne portait pas de protection auditive jusqu'à présent. C'est de la patience, c'est un travail de longue haleine. Le suivi régulier et l'accompagnement vont vraiment être importants chez ce patient et on voit l'utilisation de nos outils conjoints REM et psychoacoustiques qui ont toute leur importance ici. Je vous remercie.